Mm. Bon, est-ce qu'on se fait un peu de... Là, c'est l'inverse de Modin Malin qui parle de Bégodeau. Parce que ça me tente bien. Je l'ai pas vu pour le coup celui-là. Alors ça va afficher que j'ai vu 2-3 minutes parce que tout à l'heure j'ai fait un test. Vous n'étiez pas encore abonné donc vous n'avez pas vu le test. Mais du coup, ouais. Modin Malin et Zioclo qui parle de Bégodeau. Il y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Notre joie de François Bégodeau. Hop. C'est peut-être être trop rapide en fois 1,5. Hop. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de Bégodeau via les vidéos. Vous voulez de pas voir Stéphane ça, Loire. putain. Et si c'est le cas, sachez que vous n'avez même pas entreaperçu 1% de la pensée de Bégodeau. Alors dans cette vidéo, on va aller... Qui fait le Modin beaucoup Malin plus tombe loin. dans le ravin, Enfin, ouais, c'est bon. je ça. dis vidéo, mais c'est pas vraiment une vidéo pour une fois. J'ai choisi de faire un podcast audio, histoire qu'on puisse vraiment prendre notre temps. Et pourquoi je dis nous d'ailleurs? Eh bien parce que pour une fois, je ne suis pas tout seul, puisque je suis accompagné de l'ami Zioclo, membre éminent de la gauche respectable et du confusionnisme. Et le but ici, ça va être de vous faire un retour sur des thèmes précis, sans qu'on ne se soit vraiment consulté lui et moi pour ne pas s'influencer. Ça vous permettra à vous, auditeurs, de comparer à quel point un même livre peut avoir des résonances différentes selon les biais idéologiques de chacun, et surtout de vous apporter deux visions totalement différentes d'un même livre. Alors Bégodeau, je le dis sans ironie. Ça, j'aime pas. Alors, pourtant, Modin Malin, il fait des vues, en même temps, il fait beaucoup de vidéos. Mais pourquoi est-ce qu'il explique pourquoi il a monté la vidéo comme ça au début de la vidéo? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une minute où il dit « J'ai monté la vidéo comme ça, parce que comme ça, c'est plus intéressant et ça peut vous faire réfléchir. » Les gens, ils sont censés le voir, ça. C'est ce qui se fait de mieux en matière de gauchiste. Quand on est de droite et qu'on lit Bégodeau, on a vraiment l'impression de se faire engueuler. Et on est vraiment mis en difficulté parfois. On n'est pas sur un Usul ou du Dany Raz là. Alors pour vous présenter un peu le livre, il s'agit de la rencontre entre François Bégodeau et un certain M, un identitaire soralien qu'il a rencontré après une de ses interventions publiques. Et à travers M, Bégodeau va tenter de dresser une sorte de portrait robot du facho confus lambda. Enfin, lambda pas tant que ça d'ailleurs, parce qu'il y a une petite surprise à un moment, mais on y reviendra. Le livre retrace... Y en a qui parlent, il y en a qui connaissent pas Zioclo et qui connaissent pas Modin Malin. Modin Malin, du coup, c'est un youtubeur de droite qui monte pas mal en ce moment. C'est un des rares à pas être finito, on va dire, parce que déjà il fait beaucoup de vidéos, donc il est super productif. Et puis et puis il fait pas mal de drama, quoi. C'est-à-dire que il y a avec Antoine, il va aller, il a vraiment forcé pour qu'Antoine lui réponde en vidéo, quoi. Il a fait 30 000 vidéos pour pouvoir avoir son petit instant avec Antoine, quoi. Donc oui, c'est l'impressionniste chez Antoine Goya. Et puis Zioclo, c'est un mec qui fait des radios libres, quoi. Il fait des radios libres, il invite tout le monde, c'est-à-dire qu'il peut autant inviter presque un mec qui fait du cannibalisme qu'un gars d'extrême gauche, quoi. Sauf que évidemment dans ce genre de radio libre, il va y avoir souvent plus de gens de droite, je pense, qui acceptent d'aller dans ce genre de radio libre que de gens de gauche. Mais en soi, Zioclo, c'est pas quelqu'un de droite. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui se définisse beaucoup sur le plan idéologique, mais ce serait quelqu'un, je pense, sur le plan économique qui serait plutôt social, et sur le plan des valeurs, je suis pas sûr que ce soit quelqu'un de particulièrement réactionnaire. Il est peut-être conservateur, je sais pas, sincèrement, faudrait voir avec lui. Mais c'est pas l'opposition là, Modin Malin, Zioclo, c'est pas une opposition droite-gauche, mais c'est pas deux mecs au même niveau de droite, on va dire, pas du tout. Passe donc cette conversation qui a eu lieu au cours de la soirée. Et on a presque l'impression de sentir la montée de l'alcool, parce que Bégodeau écrit vraiment bien. Ses effets de style sont toujours hyper élégants, il en fait jamais trop, il est toujours très clair et concis, même quand il exprime des idées complexes. Et je conseille vraiment la lecture de ce livre à tous les droitards qui me suivent. Lire Bégodeau, pour beaucoup, je pense que ça peut être l'épreuve du feu. Et sur pas mal de points, ça peut vraiment remettre en question. Et je dis bien qu'il faut le lire, pas regarder 2 ou 3 extraits décontextualisés. C'est pas un Laganerie qui arrive à être encore plus con à l'écrit qu'à l'oral. Mais malgré toutes ces qualités, j'ai évidemment beaucoup de choses à redire sur ce bouquin, mais je vais laisser l'ami Zioclo commencer à vous en parler. On a donc dégagé quelques thèmes sur lesquels on va s'exprimer à tour de rôle, et pour ceux que ça intéresse, je continuerai mon retour sur ce livre sur ma chaîne secondaire Radio Modin, avec au moins 5 épisodes complémentaires. Et bonjour à toute la modinerie, c'est moi qui prends le relais. Merci Modin. Notre joie.
est un peu la plaie ouverte sur la confusion politique qui contamine tant de gens. Disséqué sous l'œil intrigué de François Bégodeau, confrontant ce rapport à la gauche et ses jeunes identitaires soraliens. M est donc un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus confus, confus antilibéral, confus identitaire, confus politiquement, confus sur la mère patrie, qui a perdu son père, parti faire une transition à défaut d'avoir élevé son fils comme un vrai homme. Bref, confus comme un orphelin, d'une politique influencée par internet, les coups de gueulante d'impro et de sa collègue au Roland de bière et de tabac, Elisabeth Lévy. M admire aussi Bégodeau pour ses fortes positions d'opposition à certains dominants dont l'obsession sur leur nom à consonance hébraïque ne lui échappe pas, mais lui prête un discours et des intentions qui ne sont pas les siennes et pas de gauche. M perçoit surtout. Donc du coup là en gros ce qu'il explique c'est le livre Notre joie de Bégodeau en gros où il y a un gars, il y a Bégodeau qui va dans un bar et puis qui parle avec des gens qui sont plutôt des droitards quoi, qui sont des droitards un peu confus, un peu soraliens, et du coup Bégodeau dit un truc qui est vrai, c'est-à-dire que il y a une sorte d'attirance de ces mecs-là envers Bégodeau. C'est assez bizarre, mais il y a beaucoup de gens, d'ailleurs Baudin Malin fait des vidéos, il a fait 5 vidéos là sur Bégodeau, les droitards, ils sont attirés par Bégodeau. Je pense que c'est un côté un petit peu masochiste, je pense qu'ils aiment bien se faire défoncer conceptuellement, et puis du coup, ils vont vers lui, quoi. Tout Bégodeau, tout son prisme déformant comme un miroir mal moulé. Tout ce qu'il devrait comprendre de ses ouvrages et tout en défendant certaines positions que l'on peut décemment et avec objectivité classer à droite, voire à l'extrême droite du fameux damier. Bégodeau ne fait d'ailleurs aucune obsession sur ce fait, mais plus sur la fameuse confusion, et il craint sûrement que le pigeon ne chie sur l'échiquier, comme dirait Usul. Le rapport au capitalisme seront nommés libéralisme par M, mais le taux d'alcoolémie aidant, on découvre que l'identité est aussi une question de M. Mais quelle... Alors là, c'est intéressant aussi, il dit le rapport au capitalisme est nommé libéralisme. Et c'est vrai que c'est un truc, mais même... moi je le vois, même moi des fois, sans le faire exprès, on a cette tendance-là à pas dire les mots communisme, et puis à pas dire les mots capitalisme, c'est-à-dire à dire le problème actuel, c'est le libéralisme. Oui, en quelque sorte, mais le mode de production, c'est pas le libéralisme, et il faut vraiment arriver, je trouve, à réinvestir les termes qui définissent le mieux le réel, quoi. Parce que commencer à faire des petites périphrases parce qu'on a peur de passer pour un communiste ou de passer pour un anticapitaliste, c'est un peu faible, quoi. Identité, histoire, identité archétype des années 50, non vécue et fantasmée ou encore régionale, sexuelle. Bégodeau va dans cet ouvrage décortiquer toutes les idées de M pour les replacer dans leur contexte, leur sociologie, pour mieux en extraire ses idées, son paradigme, pour ainsi mieux comprendre M, et cela crée pour l'un et l'autre un magnétisme pourtant aux antipodes politiques. Capitalisme, anthropologie sociale et bien d'autres mots seront nécessaires pour redonner un peu de clarté dans une soirée embrumée et dont les phrases seront étouffées par quelques vociférations des amis de M. Il n'est pas seul ce soir, il n'y a pas que lui qui interprète François à son grand désarroi. Bégodeau est pour certains de ses fans le chevalier blanc qui envoie des punchlines bourgeois de la gauche, mais de fait, il pense à la gauche et s'établit comme un anarcho-punk marxiste, mais est un paradoxe avec un mode de vie de bourgeois bohème qui a le temps de penser le monde qui s'agite autour de lui. Confusion peut-être parce qu'il ose taper sur ce qui est considéré comme gauchiste par la droite causeur et CNews. Mais le confusionnisme ne retient que les esclandres et certaines oppositions virulentes et ciblées politiquement. Bégodeau, un éternel incompris. La force de Bégodeau est l'écoute, sa patience. Là, il y a un truc assez intéressant. Ulysse qui met l'attirance vient du fait que c'est un homme blanc qui tape sur les gauchistes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Loïc. C'est que taper sur les gauchistes, en fait, si vous faites que de taper sur les gauchistes, ça devient pour le coup assez confus. On ne sait pas trop ce que vous faites. Et vous pouvez autant bifurquer vers la droite que d'être à gauche. Et Bégodeau, il est clair sur ça. C'est-à-dire qu'il a tapé sur... même pas sur les gauchistes d'ailleurs, il tape pas vraiment sur les gauchistes, Bégodeau, mais il a tapé sur les bobos macronistes, quoi, en gros, sur le centre-gauche. Et comme il a tapé sur la cible que visent aussi les mecs de droite et d'extrême droite, les mecs de droite et d'extrême droite ont commencé à l'aimer. Sauf que Bégodeau, il leur a expliqué après, oui, mais vous aussi, vous êtes idéaliste, vous aussi, en fait, ce que vous pensez ne correspond pas au réel. Et du coup, lui, il a rendu ça clair, alors qu'il y a des gens, par exemple Michéa. Si vous prenez Michéa, moi, à chaque fois que je lis Michéa, j'ai l'impression qu'il écrit le même livre. C'est-à-dire qu'en 2005, il disait regardez, le centre-gauche et le PS, c'est pas des socialistes, et puis c'est des libéraux, individualistes, capitalistes. Il a dit ça une fois. Du coup, bon, au fur et à mesure, il y a des gens de gauche et de droite qui lui ont mangé dans la main. Et puis... un milieu qui est de plus en plus de droite, je pense, qui lui mange dans la main, c'est-à-dire qu'on a vu l'abbé Raffray, le gars, là, l'abbé qui passe dans les vidéos de Ban et Cigare, qui est un abbé intégriste catholique, qui dit Michéa, quand même, c'est intéressant. On a toutes les figures de droite qui disent Michéa, c'est intéressant.
Et au lieu de faire un livre pour dire oui, mais bon, vous non plus, vous n'êtes pas socialiste, les gars, à quel moment vous êtes socialiste? Ben non, Micha, il continue à dire regardez, le centre-gauche, c'est pas bien. Oui, sauf qu'en 2022, le centre-gauche, ça n'existe plus. Ça fait 2% aux élections. Et c'est contre-productif si on dit je tape sur le centre-gauche pour le socialisme. C'est là où Bégodeau, lui, est au-dessus de ça et arrive à être très clair, je trouve. Position virulente et ciblée politiquement. Bégodeau, un éternel incompris. La force de Bégodeau est l'écoute, sa patience et son analyse. Après coup, de ses interlocuteurs, il scanne les idéologies, les décortique et arrive à produire une description rare et limpide de ce qu'est le confus. Mais il est lui-même confus et pétri de ses propres contradictions. Et même plus que cela, il sait que lui-même, parmi tant d'autres, il l'a alimenté. Oui, une remise en question qui lui permet d'être encore plus pertinent une fois le choc constaté et encaissé. Alors il peut ensuite avoir cette fameuse analyse d'une situation complexe qu'il peut simplifier par une explication claire et contextualisée. Bref, Bégodeau remet la politique à sa place et pour le comprendre, en fait accoucher ses idées aux concernés. Très rapidement, dans le bouquin, on arrive à un parallèle entre confusion et fascisme. En fait, pour Bégodeau, la confusion serait le terrain indispensable au fascisme pour pouvoir se développer. Et pour éviter toute confusion de notre côté, on va définir le terme. Selon Larousse, la confusion, c'est l'action de confondre, de prendre quelque chose ou quelqu'un pour quelque chose ou quelqu'un d'autre. Erreur, méprise. C'est l'état de ce qui est confus, indistinct, désordonné. Il faut arrêter, quand on parle de politique, de faire des définitions du Larousse. Non mais enfin... C'est insupportable, c'est des mecs, tu leur dis ce que tu veux, en fait, ils comprennent pas la même chose que toi parce que, enfin, je sais pas, c'est ridicule, c'est vraiment l'inverse de la sociologie, quoi, ou de l'analyse matérielle, quoi. Bref, on continue. Désordre. Mais quand il parle de confusion, Bégodeau fait plutôt référence au concept développé par Philippe Corcuff dans son livre La Grande Confusion. Quand il est employé dans le contexte politique, le terme confus sert indifféremment à définir deux choses. Ceux qui s'embrouillent dans leurs références historiques, culturelles, et qui ne perçoivent pas les contradictions ou le non-sens des idées qu'ils font coexister. Comme M, par exemple, pour qui l'identité française serait la continuité d'un esprit anti-impérial, ce qui est incontestablement une définition sans queue ni tête. Mais par abus de langage, il est aussi, et surtout, utilisé pour définir ceux qui idéologiquement ne correspondent pas parfaitement à un dogme. Ce terme de confus sert donc à décrédibiliser ceux qui doutent en les mettant dans le même sac que ceux qui racontent n'importe quoi. Ainsi, à gauche, le terme de confusion est utilisé pour qualifier ceux qui s'éloignent un peu trop du dogme gauchiste. Et c'est plus une manière de bannir certaines personnes des cercles gauchistes que de définir quoi que ce soit. Parce que quand on est confus, on n'est plus vraiment de gauche. Déjà, utiliser le terme confus comme il le fait, lui, c'est être confus. Le terme gauchiste comme il le fait, enfin, on comprend pas trop quand il dit oui, dès qu'on s'écarte du dogme gauchiste, mais c'est quoi les dogmes gauchistes, quoi, enfin, non, ce qu'il y a d'assez vrai, je trouve, dans le terme confus, c'est que souvent les confus, ils comprennent pas réellement où ils se placent dans le rapport de force politique. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, par exemple, de jouer pour le camp social en appelant à voter Le Pen contre Macron. C'est typiquement, c'est le truc à la Tatiana Ventose un peu. C'est oui, je suis dans le camp social. En fait, ils comprennent pas où ils sont et comment ils peuvent servir comment ils peuvent servir de moteur parfois à l'inverse de ce qu'ils soutiennent, quoi. Parce qu'il y a plein de gens parmi ce qu'on pourrait appeler des confus qui sont de bonne foi, qui sont réellement, on va dire, pour le progrès social. Mais sauf que vu qu'ils comprennent pas trop où ils sont, ils finissent par soutenir l'inverse de ce qu'ils veulent, quoi. C'est pour ça que je pense que leur rentrer dedans, comme font certains mecs qui sont, pour le coup gauchistes, c'est-à-dire qu'ils sont hyper sur leur truc, et puis dès que quelqu'un est un petit peu en dehors, ils vont le traiter de fasciste ou je sais pas quoi, ou leur expliquer que c'est affreux. J'avais vu par exemple la vidéo, c'était Bad Mulch contre Ilien en débat. Prendre Ilien en arrivant et en faisant une miniature en expliquant que c'est un fasciste, quand bien même Bad Mulch aurait peut-être raison sur le fond, sur des trucs, c'est vraiment pas comme ça en fait que tu vas convaincre un type qui est un peu confus mais qui a envie d'être socialiste de venir avec toi, quoi. C'est vraiment le pire truc à faire. Faut quand même différencier les militants qui sont sûrs de leurs idées. Par exemple, tu prends Daniel Conversano. Daniel Conversano, c'est un type qui est raciste, mais qui est raciste assumé. Donc c'est différent d'un type qui est raciste intériorisé, qui comprend pas vraiment qu'il est raciste et qui pense ne pas être raciste et qui a pas envie d'être raciste. Il faut quand même différencier les deux. Il y en a un qui est sauvable et il y en a un en fait qui pêche peut-être aussi parce qu'il comprend pas trop où il est. Et de l'autre côté, il y en a un, c'est un militant pur et dur qui sait très bien ce qu'il fait.
Et donc ça, c'est différent. Et il faut se rendre compte que quand même 99% des gens ne sont pas des militants politiques qui comprennent où ils sont dans le rapport de force politique et qui sont sûrs de leurs idées, quoi. Conversano, c'est en plus un escroc. Ça, je sais pas trop. J'ai jamais trop compris ces histoires de prostitution ou pas, ce qu'il faisait. Ça n'a jamais été clair dans ma tête, tout ça. Après, il est pas seulement... C'est pas un simple confus, il est un peu niais. Bah, non, mais après, des fois, moi, je pense qu'il fait aussi un peu le niais, des fois, quand il a tort et qu'il le voit, et du coup, il fait semblant qu'il comprend pas trop, quoi. Bad mulch, à la limite, à ne pas atteindre dans le gauchiste, tant qu'on n'est pas full bad mulch, ça va, on gère. Lénine est fier. Bah, non, mais je comprends pas trop son truc, à part pour faire du drama, mais après, ça marche pas tant que ça non plus, il a pas percé comme jamais, mais... Enfin, je vois pas l'intérêt à la fois politique de son truc et même au niveau, au final, purement d'influenceur, je vois même pas trop l'intérêt de ce qu'il fait, quoi. Camarade Charles qui dit, enfin Tanguy Lacroix, je sais jamais comment on doit t'appeler au final, c'est exactement pour ça que le concept de confusionnisme est nul, 95% des gens sont des confus. Mais c'est vrai que confusionnisme, c'est nul, et en plus de ça, en fait le problème du confusionnisme, c'est que ça pourrait être dans le sens inverse, c'est-à-dire que confus, c'est pas une position politique. Confus, souvent on parle des mêmes gens qui sont un peu pseudo-sociaux, qui appellent à voter Le Pen, machin, mais en fait on les définirait beaucoup mieux avec leurs idées politiques et puis où ils se placent, soit dans le rapport droite-gauche, soit même plus finement sur certaines thématiques, que de dire qu'ils sont confus, parce qu'on pourrait être confus dans l'autre sens, on pourrait croire être pour le capitalisme et puis en fait faire le jeu du socialisme ou des choses du genre. C'est vrai que confus, c'est pas très matérialiste au final. Ouais, certains gens disent confuse pour dire con, oui, c'est un peu vrai aussi. On ne peut pas vraiment être les deux. Et pire encore, qui dit confusion dit fascisme. Alors pour le gauchiste qui se met à douter, non seulement il est mis au banc de son propre camp, mais en plus il est envoyé dans le camp d'en face, celui des méchants fachos. Un phénomène que Zioclo connaît bien pour le coup. Donc on en arrive rapidement à une logique assez idiote. On est soit de gauche, soit d'extrême droite. Toute nuance est à bannir. Et on me reproche d'ailleurs souvent de trop employer les termes de gauche et de droite. Et c'est vrai. Et moi-même, j'en ai marre. Mais alors... Il dit quand même que Bégodeau... Enfin, on va écouter, je vais pas lui faire n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il dit que Bégodeau pense que les gens sont soit de gauche, soit d'extrême droite. Un phénomène que Zioclo connaît bien pour le coup. Donc on en arrive rapidement à une logique assez idiote. On est soit de gauche, soit d'extrême droite. Enfin, je veux dire... Bégodeau, il a fait un livre sur la Macronie, quoi. Il a fait un livre sur les bourgeois... de pseudo-centre. Il sait très bien qu'il n'y a pas que la gauche ou l'extrême droite, ça sort d'où, ça ? Toute nuance est à bannir. Et on me reproche d'ailleurs souvent de trop employer les termes de gauche et de droite. Et c'est vrai. Et moi-même, j'en ai marre. Mais alors, pour le coup, quand on écoute Bégodeau, ou quand on le lit, on se rend compte qu'on fait difficilement plus binaire. Et ça ne semble jamais lui être reproché. D'ailleurs, au contraire, pour lui, c'est la preuve qu'il n'est pas confus. Parce que c'est comme ça, c'est la gauche qui donne leur sens aux mots. Il faut s'y faire. Alors ça, pour le coup, quand on parle de confus... c'est un truc assez important chez les confus de dire qu'il n'y a plus de gauche et de droite. Et c'est marrant parce qu'ils disent ça au moment où il y a à nouveau une gauche et une droite. C'est-à-dire que pendant toute la période de stabilité, ou plutôt où le pouvoir en place et la bourgeoisie en place arrivaient à gagner des nouveaux marchés internationaux, il y a eu la mondialisation, il y a eu plein de choses comme ça. Au final, il n'y avait pas d'extrême gauche et d'extrême droite. Je veux dire, depuis Mitterrand a un peu tué l'extrême gauche, et puis... jusqu'en 2005, on va dire, il n'y avait quasiment pas d'extrême gauche, quasiment pas d'extrême droite. À partir de 2005, par contre, il y a eu de moins en moins de consensus, c'est-à-dire de votes un peu centristes, c'est-à-dire de vote UMP et de vote PS, c'est-à-dire pour le pouvoir en place, par la population. Et au fur et à mesure, il y en a eu encore de moins en moins, si bien qu'à la fin, il n'y a eu plus qu'un seul parti, parce que la bourgeoisie ne pouvait pas garder le pouvoir avec deux partis. Et on se retrouve avec par contre une gauche qui est quand même un petit peu plus en avant. Il n'y a plus de PS, il y a la FI qui est quand même plus à gauche que le PS qui monte, et puis l'extrême droite qui monte aussi. Donc aujourd'hui, où le rapport droite-gauche a plus de chance, on se retrouve avec plein de mecs qui nous disent le rapport droite-gauche ça n'existe plus. Et encore une fois, ils nous disent un truc qui était peut-être vrai il y a 30 ans, mais aujourd'hui c'est moins le cas, quoi. Il y a Neobretch qui dit Le Pen arrive au second tour en 2002 quand même. Oui.
Mais c'est pour ça que je place en 2005 la fin du truc, sur une période de 30-40 ans. On pourrait le placer en 2002 si tu veux. On pourrait le placer en 2002, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une période d'efficience du pouvoir en place qu'on peut pas nier. Et cette efficience du pouvoir en place, qui permet une meilleure vie pour quand même beaucoup de gens, empêche l'extrême droite et l'extrême gauche de revenir. Et aujourd'hui, quand la crise revient, les gens disent non, mais en fait, ce pouvoir en place, c'est de la merde. Et donc, on veut une gauche ou on veut une droite. Les gens font leur jeu et ils prennent un camp, quoi. Mais dans toutes les périodes où le pouvoir en place propose quelque chose qui est plus efficient que ce qu'il y avait auparavant, par exemple l'intégration des classes moyennes, on commence à partager le gâteau un petit peu avec les classes laborieuses, c'est très très dur en fait pour les partis extrêmes de proposer quelque chose, quoi. Comme le concept de complotisme par exemple, qui est systématiquement rattaché à la droite, alors que pourtant à gauche, ça ne manque pas de théories du complot. Les théories féministes sur le complot patriarcal, le racisme systémique qui serait responsable de tous les maux de la Terre, ou les délires sur Bolloré qui aurait un agenda d'extrême droite, et j'en passe. Alors que d'ailleurs, si on parle de l'agenda mondialiste de Bolloré qui aurait un agenda d'extrême droite, et j'en passe, et on a l'impression que c'est faux en fait. Non, Bolloré, non, il rachète des chaînes de télé, il met Zemmour 3 heures d'antenne tous les soirs, mais il n'a pas d'agenda d'extrême droite, Bolloré, c'est évident. Hein. Grosse, c'est du complotisme. C'est le 2 poids, 2 mesures que vous connaissez bien. Donc, pour en revenir au terme de confusion, j'aurais tendance à l'opposer à celui de simplification. Avec Bégodeau, on tend vers une simplification extrême des formes, vers des grandes cases binaires, des oui et des non. Et derrière l'accusation de confusion, il y a aussi le refus de la complexité, de la nuance. Parce qu'en fin de compte, Bégodeau rêve que les choses soient simples, qu'il n'y ait que 2 camps. Quand on était petit, on voulait jouer avec nos figurines, il y avait des gentils qui avaient des têtes de gentils et les méchants qui avaient des têtes de méchants. On pouvait pas. Alors, là, c'est souvent un truc qu'on dit aux gens de gauche, c'est oui, vous voyez les choses sous le prisme droite-gauche, donc vous êtes binaire, et donc vous voyez que 2 camps. Mais c'est pas ce que fait Bégodeau, c'est que en réalité, objectivement, dans un rapport de force, quand on met 2 forces ensemble, il y a 2 camps. C'est-à-dire que, par exemple, pour la réforme des retraites, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il n'y a pas 1000 camps. Alors évidemment qu'il y a des nuances là-dedans et que c'est plus compliqué que ça, mais pour chaque progrès social, pour chaque ou l'inverse d'un progrès social, pour chaque réaction, il y a 2 camps. C'est aussi simple que ça. Pas se tromper, et c'était très bien, et on pouvait se foutre sur la gueule sans trop se poser de questions. Et cette époque-là, ça a l'air de lui manquer à Bégodeau. Bref, l'accusation de confusionnisme, quand il désigne autre chose qu'une erreur factuelle, comme M qui définit l'identité française comme la continuité d'un esprit anti-impérial par exemple, c'est souvent plus un ultimatum, une obligation qui t'est lancée de choisir ton camp entre les gentils et les méchants, et rien d'autre. Ce terme de confusionnisme est un outil de rhétorique qui ne définit la plupart du temps absolument rien. D'ailleurs, paradoxalement, sur d'autres sujets, la confusion, aujourd'hui, c'est plutôt l'apanage de la gauche. On veut confondre les races, les cultures, les genres, les identités, là où pour le coup, il y avait des distinctions simples et claires. Hommes et femmes, par exemple, c'était vachement pratique. Et c'est bien la gauche morale qui cherche à rendre les contours plus difficiles à percevoir, plus flous, plus confus sur ces sujets. Que dire C'est la gauche morale, enfin je sais pas, c'est un texte qu'il a écrit le mec quand même, la gauche morale. La gauche morale. Enfin, à quel moment Bégodeau, c'est la gauche morale, quoi. On peut critiquer Bégodeau, je veux dire, moi j'ai des critiques envers Bégodeau. Mais c'est pas la gauche morale, c'est un type qui est à la fois matérialiste et à la fois nietzschéen, c'est-à-dire c'est les 2 pôles qui sont contre la morale, quoi, dans l'histoire de la philosophie. C'est le mec qui aime le moins la morale, je pense. Et donc il nous explique que, par contre, là où Moudamolin, on peut lui donner un point, c'est que c'est vrai que le côté confus, c'est pas forcément la meilleure chose du monde pour définir tout ça. Mais après, Bégodeau, il va plus loin que ça. Bégodeau, il est pas juste là à dire vous êtes des confus, c'est pas bien, quoi. Il explique pourquoi, en fait, la confusion, pourquoi. Et la confusion pour l'extrême droite, c'est ça le problème. C'est que c'est des gens qui arrivent et qui aiment bien son discours et qui pensent être pour le progrès social, et puis au final, ils font le jeu de la réaction, quoi. Il montre bien qu'il sait qu'il n'y a pas seulement 2 camps, puisqu'il écrit le bouquin pour se distancer de gens qui se sont pensés proches de lui parce qu'il tapait sur la gauche. Bah oui. Sanglier sympa et plus. Ouais, c'est un petit peu ça. L'idéalisme décrit par Bégodeau est pour moi un peu le revers d'une seule et même pièce, les affects de tout un chacun. Dans son ouvrage, il va essayer de comprendre les affects qui ont amené M à être fasciné par des figures d'autorité. Une crainte du progressisme, mais par contre une crainte modérée face au dit libéralisme.
Bégodeau a l'impression d'ouvrir tant de coquilles vides dont il a éventré le contenu pour en comprendre la substantifique moelle, imbibée de bière, et pourtant il a du mal à comprendre. Il voit bien la sociologie de son interlocuteur, mais se demande toujours pourquoi il ne pense pas comme lui, finalement. Alors qu'il a lu son livre, et pourtant il a eu les concepts à portée de main. Comme le dit Bégodeau, en parlant de M et son idéal, à soi seul, le mot patrie remet de l'ordre dans la maison, remet l'église au centre du village et le père au centre du jeu de la restauration de l'autorité. Aussi, d'abord, restauration des pères. Personnellement, je trouve que cette phrase résume assez bien l'une des idées principales de la soirée. Ce qui va construire la notion de patrie, de nation, de société sont encore et surtout des repères auxquels on peut s'accrocher comme des bouées lorsqu'on se sent égaré dans un océan d'une politique qui se renverse à chaque bourrasque électorale. Pour François. C'est vrai qu'en fait, là, Dioclo, il parle vite, mais c'est que je suis en fois 1,25 parce que pour le coup, Modin parle plus lentement. Mais c'est plus Dioclo qui parle vite parce que Modin, il parle plus peut-être normalement, quoi. Les droitards fachos-fâchés confus ne font que brasser des idées plutôt hors sol et construites autour d'El Famoso, affects et des idées non inscrites dans le réel. Pour François, encore une fois, tout s'explique, ou presque, et tout cela ne peut que tendre vers la gauche radicale si l'on ne comprenait pas nos intérêts de classe. Nier le réel serait de droite, accepter celui-ci serait de gauche. Mais la rengaine se balance d'un camp à l'autre pour justifier peut-être bien trop souvent leurs excès et incapacité à agir sur ce réel. Le matérialisme permet de poser de la matière sur le squelette des idéaux. Pour François, la droite identitaire, M et ses amis ne veulent pas amener cette matière à la réflexion. Ils considèrent qu'elles sont creuses, qu'elles ne sont pas valables ou qu'elles sont les inquiétudes générées par les médias, l'essentialisme ou une lutte très flottante contre l'anti-impérialisme américain exacerbé, souvent insufflé par la logorée d'Alain Soral. On peut dès lors... Ah, il y a Alain Bonnet qui est mis en avant. C'est sympa, Merceau, mais j'ai pas activé les abonnements. Parce que là, le but, c'était pas de faire de l'argent et pas donner d'argent à Twitch en particulier. Mais si à un moment on fait un truc avec position en tant que asso, là j'activerai ça pour donner de l'argent à l'association, mais pour moi c'est pas le but, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Alors admettre des proximités idéologiques et d'une certaine vision du monde que l'on retrouve d'ailleurs à gauche avec la gauche no cap, Ouria Boutadja et bien plus border sur des thématiques qui frôlent l'identitarisme de l'extrême droite ou le wokisme que l'on connaît des fois pour des dérives certaines. Bégodeau dira d'ailleurs « Dans Soral, je reconnais un champion du sport où j'ai aspiré à exceller, où j'aime encore qu'on me trouve excellent. Si j'avais 30 ans de moins, ce monsieur qui au passage ressemble à mon grand frère serait un modèle et m'indiquerait un destin possible. Et pas seulement parce qu'il a taillé ses premières bavettes dans des réunions des cellules du PC, non. Soral est une version non pas dégradée mais abouti de l'intellectuel en moi. D'ailleurs, il ne cache pas... Mais c'est là aussi où tu vois l'avancée de Soral par rapport à ces mecs-là, c'est que Soral, il était beaucoup plus intéressant quand même qu'un mec comme Modin Malin il y a 15-20 ans, quoi. Enfin, c'est pour ça que c'est un peu la boucle, ces trucs de mecs de droite, c'est que il n'y a jamais rien de nouveau. C'est toujours la gauche, les gauchistes ils sont méchants et le capitalisme c'est dû aux gauchistes. Oui, ok, c'est bon, on a compris. Et ils n'ont pas le talent de Soral pour la diction. Donc c'est vraiment la boucle. Ils arrivent jamais à s'émanciper de Soral, la droite et de Zemmour. Bah, ils en sont émancipés, mais peut-être pour le pire. C'est-à-dire qu'entre Soral et Zemmour, ils ont choisi Zemmour. Alors je parle là de l'ancien Soral, c'est-à-dire le Soral qui était pas antisémite jusqu'à la moelle et qui était encore rouge-brun. Bah, quand Soral était rouge-brun, au final, il valait déjà mieux que Zemmour, parce que Zemmour, c'est un type qui pense comme Soral partout où Soral pense le plus mal possible, et qui en plus de ça est pour libéraliser l'assurance retraite et puis des trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est vraiment le pire du pire, quoi, Zemmour. Et il y a eu un choix à un moment comme ça au niveau des... il y a eu un Y un petit peu, il y a eu les Soraliens qui se sont barrés et qui ont abandonné en fait Soral pour aller peut-être plus vers la gauche rouge-brune souverainiste. Et puis il y a eu les Soraliens qui se sont échappés du camp Soral pour aller plus vers la droite libérale, racialiste, Conversano, Rochdy, Zemmour évidemment. Est-ce qu'un mec comme Modin Malin est réellement intéressant ? Bah, ça dépend pourquoi. Après, encore une fois, il faut prendre les choses comme des faits sociologiques. Moi, Modin Malin, ou même quand je fais une vidéo sur Valek, c'est des gens qui m'intéressent dans ce qu'ils représentent, quoi. D'ailleurs, je juge pas la personnalité de Modin Malin ou de Valek, qui sont peut-être très gentils dans la vraie vie, moi j'en sais rien. Mais par contre, au niveau de ce qu'ils représentent, si ces contenus-là marchent, ça veut dire qu'ils représentent quelque chose, quoi. Et donc ça veut dire qu'ils expriment une vision du monde dans laquelle un sujet collectif se retrouve. Et là, on rentre dans l'analyse matérialiste.
C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce que le discours de Papacito, le discours de Maudin Malin ou des discours comme ça marche avec un certain type de population. Quel est ce type de population? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de transformer un peu ce sujet collectif pour le meilleur, ou comment est-ce qu'on peut essayer de les convaincre, enfin des choses comme ça. Si on les écoute pas et qu'on dit c'est de la merde, bah c'est très bien, mais encore une fois, on va se retrouver beaucoup plus esselé, quoi. C'est passionnant d'écouter les faves, je trouve. Bah oui, moi je trouve ça assez passionnant. En fait, des fois, là par exemple, il y a un de mes abonnés avec qui je parle pas mal qui m'a envoyé une vidéo de cathédrale osseuse sur l'intersectionnalité. Et la vidéo, elle est super bien. Mais le problème, c'est que quand je la regarde, je suis d'accord, puis je connais déjà la plupart des choses, parce que j'ai fait les mêmes recherches, parce que je viens peut-être un petit peu du même milieu que lui au niveau politique ou des trucs comme ça. Mais ça m'intéresse presque moins au final. Alors que quand je vais chez Maudin Malin et puis que j'entends un truc et je me dis puis comment ça se fait qu'il a compris ça? Comment ça se fait qu'il a compris que la gauche elle niait la différence des genres, par exemple? Comment ça se fait ça? Je veux dire, qui à gauche dit l'homme et la femme ça n'existe pas? Enfin, il y a personne qui dit ça. Il y a des théories queer, il y a des théories qui vont plus loin, qui essaient de parler du genre, mais il y a personne qui te dit ah non, il n'y a aucune différence entre les genres, parce que justement, s'il y a des personnes trans, c'est bien parce qu'on reconnaît le fait qu'il y ait plusieurs genres, par exemple. C'est évident. Et du coup, je trouve ça intéressant, quoi, de comprendre ces gens-là. Je cherche surtout à repomper Jordan Peterson. Jordan Peterson, c'est un gars que j'ai pas assez écouté et qu'il faudrait que j'écoute, parce que je pense qu'on peut comprendre beaucoup de droitard grâce à lui, quoi. Parce qu'il y a des gars, c'est du repomper de Jordan Peterson, genre les Potiers, le Doc, Rochdy, des gars comme ça, c'est des mecs qui pompent Jordan Peterson. Alors, au sens propre, au sens figuré, au sens propre, je ne sais pas. Pas ce soupçon de jalousie, mais cela est d'une honnêteté que peu de gauchistes pourraient avouer. Le conditionnement politique et social amène aux idéaux. Idéaux de savoir, quelle identité? La France classe sociale ou raciale? Libérale à outrance ou protectionnisme? L'excessif des idéaux et d'un matérialisme peu scientifique fait souvent un scientiste qui s'ignore. Les mots seraient de petites créatures, des choses vivantes, et Dieu sait qu'ils détestent la dent creuse de Deleuze, des mots vides de sens qui sonnent mal à l'oreille. Mais les mots ont un sens, et il faut leur redonner leur lettre de noblesse. Mais alors on comprend que deux utopies s'opposent, et celle de M, d'une France qui retrouverait sa mère patrie, alliée au père de la nation, pour refonder la mère patrie, ensuite donner une direction où les petites gens trouveraient le confort de vie des années 60. Mais tout ça avec un ennemi, ou plusieurs d'ailleurs, ceux de l'identité, ceux du wokisme, ou du progressisme, qui empêcheraient la marche d'une France qui est déjà dépassée, voire oubliée, et dont on essaie pourtant d'en raviver la flamme, tel un phénix. L'utopie de Bégodeau est celle d'une gauche socialiste instaurant un système égalitaire pour tous, donnant un salaire à vie à tout à chacun sans que ce soit avec excès. Une France proche du communisme, anarchiste, qui trouve un ennemi dans le capital autoritaire fascisant de droite libérale. De tous les cas, il s'agit d'une utopie. Des choses qui vont bien dans nos têtes, qui nous rassurent et nous permettent de ne pas penser aux problèmes que l'on devrait régler maintenant. Problème d'une société de loisirs. Cela nous permet de fuir un peu nos réalités, en pensant que quelque chose de plus grand peut se jouer. Un peu à... Ouais, c'est... Ouais. Zioclo, alors tu diras au moins il adhère pas au point de vue de M, mais là il renvoie dos à dos Bégodeau et M en disant que Bégodeau est utopiste. Je sais pas, hein, c'est quand même pas le mec le plus utopiste que je connaisse, parce que c'est quelqu'un qui malgré tout arrive toujours à se baser sur des événements qui sont des événements matériels factuels. Et là, Zioclo, il reprend le discours de le socialisme, c'est une utopie, c'est impossible. C'est un discours, en fait, qui marche assez bien dans la société quand on n'arrive pas à lever la tête du guidon, quoi. C'est-à-dire que si on regarde sur le champ historique, il y a évidemment des grands progrès sociaux. Par contre, si on regarde à 3 jours près, il n'y en a pas tellement. Et surtout, en cas de crise, on a l'impression que ce sera de pire en pire, quoi. Et je pense qu'il y a trop de gens qui, faute de pouvoir avoir espoir parce qu'il n'y a plus la crise, parce qu'on voit que le monde va mieux, et faute d'avoir la culture historique, se disent en fait tout est utopique, quoi. Mais si on avait pris un type en 1650 et qu'on lui avait dit un jour il n'y aura plus de monarchie en France, il aurait dit c'est utopique, quoi. Tiens, il y a Zioclo qui arrive. Alors, je sais pas si je peux te faire participer, j'ai pas de Discord là, donc c'est peut-être compliqué, mais on va continuer et puis tu verras. Si tu veux participer, on pourra peut-être essayer de voir comment on fait. À l'image de ce que les gilets jaunes inspiraient ou faisaient redouter selon son camp. L'idéalisme reste un espoir face à la détestation d'un pays, son fonctionnement et l'amour romancé qu'on lui porte par nostalgie ou projection, voire protection. Pour la gauche, il restera la classe ouvrière, les prolos beaufs à sauver bien avant la nation. Là est le dilemme qui les sépare.
avec des barbares qui voudraient retrouver leur barbarie. C'est là que vient la thématique de l'identité, centrale, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. L'identitaire est de droite. Mais surtout la grande thèse de Bégodeau dans ce livre, c'est que C'est compliqué parce qu'on l'écoute assez vite là, mais j'ai l'impression que du coup, Zioclo, là, tu dis que il y a un idéalisme en gros qui est que à la fois à droite, les gens se représentent la nation comme éternelle, la nation comme traditionnelle, qu'il faudrait retrouver la mère patrie, et de l'autre côté que à gauche on nie la nation comme entité, et puis qu'on est plutôt du côté du prolétariat. C'est à la fois vrai et faux, je trouve, parce que en fait, on peut être du côté du prolétariat sans nier la nation, c'est-à-dire que la nation, c'est une construction socio-historique comme une autre. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Par contre, évidemment, quelqu'un comme Bégodeau, ou quelqu'un comme moi, ou n'importe qui d'un peu socialiste, la nation, il lui donne pas une valeur en elle-même. C'est-à-dire que la nation, ça peut être une valeur qu'on met en avant pour envoyer tout le monde à la boucherie de la Première Guerre mondiale, ou ça peut être une valeur qu'on met en avant face au libéralisme économique de l'Union européenne. Déjà, c'est pas la même chose. Si on met juste la nation en avant en disant regardez bien, il faut recouvrir un récit national, en fait, on sait pas à quoi ça mène. Et le risque là-dedans, c'est que le pouvoir ne change pas de place, c'est-à-dire que le pouvoir reste dans les mains de la bourgeoisie, et qu'au lieu d'avoir une bourgeoisie internationale, on a une bourgeoisie nationale qui gère la société. Et c'est pour ça que remettre en avant la question de la classe, remettre en avant la question du prolétariat, de l'ouvriérisme ou des choses comme ça, par-delà les frontières nationales, c'est intéressant si on est socialiste, parce que le socialisme, il se fait pas par le fait que la nation redevienne forte, il se fait par le fait que le camp social, le camp ouvrier redevient fort. L'identitaire est de droite. Mais surtout, la grande thèse de Bégodeau dans ce livre, c'est que les identitaires sont avant tout des idéalistes. Alors attention, ici, on ne parle pas de l'idéal comme quelque chose de parfait et de difficilement atteignable, mais bien de l'idéalisme en tant que position philosophique, c'est-à-dire considérer que les idées priment sur le monde réel. D'abord l'idée, ensuite le réel. Alors, non, c'est pas ça, je suis désolé. L'idéalisme, c'est pas considérer que les idées priment sur le réel. C'est considérer que les idées priment sur la matière. C'est différent, c'est-à-dire que c'est considérer que le réel est d'abord idéal. Ça n'a rien à voir en fait, parce que considérer que, par exemple, si vous voulez, les gens idéalistes de droite pensent que le monde réel existe, évidemment, enfin, à part certains grands idéalistes, mais ça n'existe quasiment plus, les gens qui vont vous dire que le réel n'existe pas, c'est quasiment impossible. Donc ce qu'il dit, c'est faux, parce que c'est une position, si on commence à penser que cette position existe, eh ben, évidemment que personne ne la pense. Personne ne pense que le réel n'existe pas. Et c'est ce qu'il va dire, j'imagine. Tu peux me résumer ton avis jusqu'à maintenant sur Modin et moi, résumé. Pour l'instant, alors c'est compliqué parce que on n'a pas tout écouté. Pour l'instant, Modin, il fait du Modin, c'est-à-dire que je trouve qu'il tape quand même beaucoup à côté. Il tape beaucoup à côté, et j'ai l'impression qu'il a vraiment du mal à comprendre Bégodeau, ce qui est assez bizarre, parce que je trouve que les droitards en général peuvent comprendre Bégodeau, parce qu'il s'adresse souvent à eux. Et toi, de ton côté, je pense que tu essaies d'avoir un avis qui se veut équilibré, et du coup, tu donnes peut-être pas assez à Bégodeau. Je trouve que tu as tendance à le surcritiquer, comme parfois on a tendance à faire quand on veut pas trop donner son avis et qu'on dit Bégodeau décortique bien machin, mais Bégodeau oublie ça. Enfin, moi je suis pas très convaincu par ton avis. C'est-à-dire que je suis convaincu par ton avis, par toi qui lis Bégodeau, alors que je suis pas convaincu par Modin qui lit Bégodeau. J'ai l'impression que tu comprends Bégodeau, mais j'ai pas l'impression que tu arrives à le critiquer, que quand tu le critiques vraiment, quoi. J'ai l'impression que tu essaies de dire je donne le point à personne, comme ça on aura l'impression que j'ai fait un choix. Je suis pas sûr. C'est vrai, mais il m'a un peu saoulé. En clair, on comprendrait le monde par rapport aux représentations qu'on s'en fait. Et traditionnellement, on oppose l'idéalisme au matérialisme, qui considère au contraire qu'il n'existe rien d'autre que la matière et que la pensée, les idées. En vrai, je trouve qu'il romantise totalement le réel. Après, c'est aussi la verve de Bégodeau, hein, comme il écrit bien, des fois ça fait aussi un peu ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les marxistes qui écrivent
qui sont un peu rigides quand on les lit, c'est vrai. Quand on lit un marxiste, c'est un peu chiant des fois, parce que c'est... moi j'aime bien, mais c'est un peu mathématique. Et chez Bégodeau, il n'y a pas ce côté-là. Chez Bégodeau, il y a le côté vraiment littéraire. Chez Boutelja aussi. Et du coup, moi ça me fait chier. Moi j'aime pas trop ça en réalité. J'ai plus de mal à lire ce genre de truc. Parce que justement, il n'y a pas explicitement les analyses. Et du coup, oui, ça peut paraître romantisé. Notre joie est super romantisée dans son point de vue et sa façon d'écrire le monde, et j'ai l'impression d'un texte hors sol. J'ai pas tout lu Notre joie, donc je peux pas te dire. Viennent de cette matière. En clair, l'idéalisme, c'est la prééminence de l'idée. Et donc Bégodeau considère que M et par extension les identitaires sont idéalistes parce qu'ils ne croient pas en la notion d'identité. Pour lui, la France par exemple est une notion abstraite qui ne correspond à rien. La France, ça n'existe pas, comme dirait son ami Laganerie par exemple. Je cite Bégodeau. Ces gens croient-ils vraiment que les idées sont agissantes ? En tout cas, ils ont besoin d'y croire. C'est leur planche de salut. C'est ça ou rien. Si l'idée agit, alors l'idée France peut devenir réalité, comme une jeune fille donnerait chair au prince charmant, juste en rêvant. Mais surtout, son idée, en taxant les identitaires d'idéalistes, c'est de se... Alors ça, c'est un truc où j'ai du mal, et Bégodeau rentre là-dedans, de dire que la France n'existe pas, entre guillemets, enfin c'est ce que fait Laganerie, Bégodeau, c'est un peu moins que ça, mais il le fait quand même un peu. Je trouve que déjà ça tient pas, parce que la France, c'est une construction socio-historique, qui est forte et qui va plus loin que le simple fait que sur votre carte d'identité il y a marqué que vous êtes français. Laganerie fait ça, il dit c'est juste sur les papiers quoi en gros. Non, la France c'est tout un tas de pratiques, une histoire commune, une langue commune, plein de choses qui font que malgré tout le monde y est attaché quand il vient de là, ou a un avis par rapport à la France, c'est-à-dire qu'on peut ne pas l'aimer, on peut l'aimer, mais on est rarement indifférent au final. Par contre, le problème des droitards, c'est qu'ils considèrent que la France serait à la fois une essence éternelle, c'est-à-dire que ce serait un truc qui serait transcendant à l'histoire, il faudrait rester attaché à la France, la France, il faudrait que la France redevienne la France, comme dirait Zemmour en quelque sorte. Et puis, d'un autre côté, le problème, c'est qu'il mettre la France en avant comme une valeur politique, alors qu'au niveau politique, comme je disais tout à l'heure, savoir si derrière la France on entend la bourgeoisie française ou si derrière la France on entend les services publics français, ça n'a rien à voir en réalité. Donc voilà, je trouve que si les gens de droite apportent trop de puissance politique au concept de France, Bégodeau et encore pire Laganerie, on n'apporte pas assez au final. Ils font comme si la France c'était rien. Oui, mais quand vous avez une Coupe du Monde, il y a quand même des gens qui se reconnaissent dans la France. C'est pas rien. Et si on commence à dire que la France c'est rien parce que c'est une construction sociale, après on se retrouve à devoir nier par exemple que le genre existe, parce que le genre c'est une construction sociale. Et donc sinon on finit par dire si la France c'est rien, en fait le genre féminin c'est rien quoi. C'est débile comme truc. Enfin, la France c'est quelque chose, c'est une certaine construction sociale, c'est placé historiquement. Alors c'est pas forcément de gauche ou de droite, on peut la mettre en avant de différentes manières. Enfin c'est complexe quoi. On peut pas dire ça n'existe pas comme ça. Approprier le réel, de dire le réel c'est de gauche, parce qu'effectivement c'est un argument qui revient très souvent à droite, de dire le réel est de notre côté, ou les faits prouvent que nous avons raison. C'est-à-dire que les chiffres qu'on avance pour parler de violence, d'immigration, etc. vont dans le sens de nos propos. Mais cette accusation d'idéalisme, on peut la faire dans les deux camps, en fin de compte. C'est ce que fait notamment Adrien Abosi, qui pour le coup lui est vraiment à classer à l'extrême droite. Pour lui, la gauche est idéaliste exactement pour les mêmes raisons. Pour lui, nos amis gauchistes sont obligés d'aller dans le concept de tordre le réel pour pouvoir le faire correspondre à leurs délires idéologiques. Donc, pour eux, l'idée précède le réel. Pour lui, les gauchistes sont des idéalistes. Alors là, il est en train de dire oui, d'après Abosi, les gauchistes sont obligés de passer par les idées pour atteindre le réel. Alors ça, en fait, c'est pas que les gauchistes, ça s'appelle la démarche scientifique. C'est-à-dire que pour pouvoir transformer le réel et puis pour pouvoir comprendre le réel, par exemple, pour pouvoir savoir que la Terre est ronde, on est obligé de passer par les idées. Ça fait juste peut-être 300 ans au moins qu'on sait ça. On a par exemple... Hegel, quand il parle de Wirklichkeit, c'est-à-dire que la Wirklichkeit chez Hegel, c'est le réel. Il y a deux réels chez Hegel, il y en a un qui s'appelle Wirklichkeit, et la Wirklichkeit, c'est le réel qui est, entre guillemets, produit, qui est produit par l'homme, quoi, qui est un produit qui est atteignable une fois qu'on... Wirk, en fait, c'est comme work, c'est comme le travail, si vous voulez. Et donc, ce que dit Hegel, c'est que vous ne pouvez pas avoir
conscience de cette Wirklichkeit directement, quoi. Vous êtes obligé de passer par un détour, et ce détour, c'est là, ce qu'ils appellent les idées ou les concepts, ou c'est un travail quand même, c'est un travail intellectuel en quelque sorte, ou ça peut être un travail même direct. Et Godot, en disant « La France n'existe pas, nous le savons, donc nous sommes dans le réel et pas vous », il se réapproprie ce fameux réel que la droite s'était accaparé. Bégodeau, c'est le roi du « c'est celui qui dit qui est ». Et il base à peu près toute sa rhétorique sur ça, sur l'inversion permanente des accusations. Pour Bégodeau, l'identitarisme serait un idéalisme. La France n'est pas une réalité, mais une idée. C'est le fameux « c'est une construction sociale, donc il faut le déconstruire ». Mais non, c'est pas parce que quelque chose a été construit socialement ou que c'est une idée qu'il faut nécessairement le déconstruire. Ça n'a aucun sens, surtout quand on voit tout ce que cette idée a pu apporter. Il dit aussi que pour lui, le roman national est là pour, je cite, « susciter le désir mimétique des jeunes pousses et qu'ainsi, pendant 1000 ans, la tribu se reproduise à l'identique, la pensée identitaire et romanesque, comme l'enfance, rétive à grandir ». Il a une vision volontairement caricaturale de la tradition et de l'héritage, comme si la tradition avait pour finalité la stagnation. Et c'est absurde. La tradition, c'est la culture en mouvement, c'est un héritage que l'on reçoit et que l'on se doit de faire fructifier, pour donner à nos enfants quelque chose d'encore plus grand que ce que nous avons reçu. Cet héritage est le fondement même de notre culture. Et ici, on se rend bien compte qu'on a affaire à de la pure rhétorique. Parce que la stagnation... Là, par contre, c'est un discours de confus, parce que quand il dit la tradition, c'est ce qu'on reçoit et ce qui évolue. Ouais, je suis pas sûr que tous les gens à droite soient d'accord avec ça, parce que si on fait évoluer la tradition, si par exemple on dit que, je sais pas, le rapport au mariage c'est une tradition, mais ça peut évoluer, ben, je suis désolé, les gens de droite en général, ils sont pas pour faire évoluer le rapport au mariage. Donc Enfin, c'est trop facile en fait de se placer. Il se place de manière trop large au lieu de dire vraiment ce qu'il pense. Alors peut-être qu'il pense ça, mais au final c'est pas clair. Au lieu de dire vraiment ce que les gens de droite pensent, il va un petit peu plus loin et il dit oui, mais au final je pense aussi comme les gens de gauche et du centre. Et du coup, en fait, il prend toutes les positions et à la fin, il a jamais tort, quoi. On n'est ni dans les mœurs, ni dans la culture des Français, ni même des Européens en général d'ailleurs. Et c'est très ethnocentré comme remarque en fait. Parce que quand il dit, je cite, des tribus qui se reproduisent à l'identique et qui sont rétives à grandir, alors mis à part le sous-entendu extrêmement raciste qui m'a beaucoup choqué, parce qu'il est difficile de ne pas y voir une référence et du mépris pour les tribus d'Afrique ou les peuples aborigènes, on comprend bien qu'il caricature volontairement le sens même de l'identité pour appuyer sa démonstration. Est-ce que le capital identitaire des bourgeois face à l'aristocratie minoritaire de gauche de Bégodeau? C'est un autre constat que l'on peut faire lors de la lecture de cet ouvrage, mais il y a un point ici que nous allons soulever. Je vais passer en x1 quand ses yeux clos, parce que moi j'arrive pas à suivre normal. Tac. C'est un autre constat que l'on peut faire lors de la lecture de cet ouvrage, mais il y a un point ici que nous allons soulever un peu plus que les autres avec Maud, l'identité. Pour M, l'identité de la France, d'une région, d'un pays, de l'Afrique, c'est important à conserver. Elles sont l'essence même de ce qui permet à un citoyen de savoir où il se situe dans son époque, dans son contexte in fine. Son identité dépend de toutes ces identités abstraites selon le point de vue de Bégodeau, l'abstrait, le confus étant le cheval de bataille de François. Ce soir-là, il en aura de cesse de vouloir donner de multiples exemples, trouvant que cette France tant aimée n'existe pas. Elle aussi est un concept abstrait, confus, que l'on ne peut pas vraiment définir selon son temps, son contexte et son époque. Elle n'est que l'amalgame de croyances, de certitudes traditionnelles qui ne peuvent pas tendre à la réalité matérielle que vivrait le prolo-beauf ou barbare. On peut souligner la force de Bégodeau pour pouvoir citer des exemples pertinents et concrets, des exemples multiples qui vont montrer effectivement une multiplicité de France exprimée selon la multiplicité de contextes. La France de... Là, il y a un commentaire qui est intéressant, Thunderbush, là, qui met « Mais pourquoi l'identité doit être nationale ?» Et ça, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, on voit chez les droitards, je sais pas si vous avez vu là, le truc qui a leaké du salon privé, je sais plus comment s'appelle l'appli de Thaïs Descuffon, où elle parle justement des Européens, et puis elle finit par dire les Blancs. Et assez magne. Bah oui, c'est que l'identité, en fait, pour eux c'est national, mais en fait ils auraient vécu 500 ans avant, ils auraient cassé les couilles avec l'identité régionale. Ils auraient dit non mais moi je suis bourguignon, qu'est-ce que vous me parlez de la France, voilà. Et puis maintenant les gros droitards vraiment racistes, bah, c'est plus l'identité européenne blanche qui les intéresse que l'identité nationale. Et d'ailleurs c'était intéressant parce que sur le serveur de Thaïs Descuffon, il y avait des mecs qui disaient bah ouais mais du coup Mayotte c'est pas des Français, et puis les mecs ils étaient là bah non c'est pas des Français, et là tu vois tout le problème dans leur histoire d'identité, c'est que ok il y a un vécu français, il y a un vécu bourguignon, il y a plein de choses comme ça,
Mais en faire une espèce d'absolu essentiel qu'il faut conserver alors que c'est quand même quelque chose de très variable, c'est assez bizarre. De Joule ou de multiplicité de France exprimée selon la multiplicité de contextes. La France de Joule ou de Damso ou encore de Ziak ou d'autres rappeurs ne peut pas être la France selon M. Pour moi aussi, la France commence à disparaître dans ce qu'elle est censée représenter, dans mon souvenir, ma nostalgie, dans ce que je m'en suis représenté pour ce qu'elle a construit de moi, ce que ma famille m'a transmis, mes amis, une culture multiple et ouverte sur le monde, une culture judéo-chrétienne mais surtout chrétienne selon Frey, qui amène à cet excès de tolérance que je trouve beau, car cela a amené aussi à ce que l'on appelle l'humanisme et l'universalisme. Mais liberté, égalité et fraternité ne sont pas effectivement des adages suffisants, mais trop creux pour pouvoir inspirer quelque chose, mais suffisamment flou et vague pour pouvoir donner envie de rêver. C'est sûrement ce que je reproche à Bégodeau dans tout cela. Mais est-ce que Bégodeau et la droite réactionnaire peuvent considérer et reconnaître dans ce cas que la culture du jeu vidéo, manga, culture pop américaine, bénigne réseaux sociaux serait la France aujourd'hui? Ne sont-ils pas critiques aussi envers le capitalisme? Et que penser alors du rap et bien d'autres? Je suis d'accord avec Bégodeau sur un point. Les yeux clos, tu disais fonce pas parce que tu veux faire du drama. Non, mais ce qui est compliqué, moi je trouve que cette vidéo, c'est assez compliqué de voir ce que tu dis et que tu penses toi, et ce que tu dis et que pense Bégodeau. Et du coup, c'est pas si évident de te suivre, mais c'est peut-être aussi parce que vous faites pas de. C'est parce que c'est pas en vidéo aussi. Mais moi, je sais pas vous dans le chat, mais des fois j'ai du mal à suivre et du mal à comprendre qui dit quoi et qui critique quoi. C'est qu'on ne peut pas réduire la France à une essence simpliste et réduite à la vision bonapartiste, impérialiste ou révolutionnaire colbertiste de certains. Ce n'est ni être woke, ni être un identitaire qui permet de définir des axes de ce qui a généré la France. Pour moi, l'identité française est un peu tout cela, à la fois exprimé. C'est la conséquence dont on parle à chaque fois et qui est décrite par François lors de cette soirée. Il aime beaucoup à s'attarder sur tout ce qui a été décrit pour pouvoir contredire le discours de M. Mais il en oublie finalement de pouvoir définir les choses. On en est dans le vague, le flou, l'abstrait total, le confus. Il n'y a pas de France, il n'y a pas de quoi la définir, il n'y a pas d'identité non plus. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il a poussé ce truc-là un peu loin, mais peut-être aussi pour troller les mecs, Bégodeau. D'être en mode, les gars, ils arrivent, ils sont hyper identitaires, et puis lui, il leur répond, la France, ça n'existe pas. Mais moi, je suis pas d'accord avec Bégodeau sur ça, c'est-à-dire que... D'autant pour un mec qui va lire Boutelja et puis qui va aimer sa pensée. Enfin, c'est compliqué d'expliquer que l'identité c'est une pure fiction quand après on dit que ce que dit Boutelja est intéressant. Parce que ce que dit Boutelja c'est justement un discours sur les identités quand même. Donc je comprends pas trop sa position sur ça. Pour le coup je suis assez d'accord avec toi Zioclo, mais par contre je te dis c'est dur à... Ton discours là, il est dur à écouter parce que c'est un discours qui est écrit, qui est très lié, qui est assez rapide. Et autant j'arrive bien à réagir à Modin parce qu'on comprend ce qu'il dit, on comprend, il dit ah bah tiens Bégodeau il a tort là. Toi tu fais un truc qui est un peu plus poétique, mais du coup c'est plus compliqué à critiquer quoi. Vous n'êtes qu'à l'intersection de l'indéfini. Mais tout cela amène effectivement à un flou, à une pensée relativiste qui a du mal à se créer dans une réalité. En fait, vous êtes juste servi du bouquin de Bégodeau pour comme un prétexte pour partir dans votre propre tangente. Vous pourriez faire la même avec Boutelja, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. Après, bon, on va pas leur jeter la pierre. Tout le monde fait un peu ça. C'est quand même. Si c'était un truc super objectif sur Bégodeau, ça intéresserait personne. Réalité actuelle et ne propose pas de solution pour celui qui cherche son identité. La perdition dans la réflexion face à l'aveu d'ignorance amène Bégodeau face à ce fameux mur d'incompréhension qui les sépare. L'identitaire est un thème central qui les oppose et qui revient sur la table jaillissant comme un vieux serpent de mer. Bégodeau, lui, ne peut pas se définir. Il ne sait pas trop qui il est. Il est semi-artiste, réalisateur, semi-punk, semi-bourgeois, semi-bobo, semi-anarchiste, révolutionnaire. Il est tout à la fois et rien. C'est compliqué de se définir quand tout est aussi confus. Bégodeau est confus face à sa propre identité et légitimité de ses admirateurs qui ne comprennent pas ce qu'il essaye de transmettre. Et en vrai, non, assez stylé. Là le truc de Zioclo est quand même assez stylé, c'est-à-dire qu'il arrive et Bégodeau, en gros, il traite les autres mecs comme confus, et puis Zioclo, il arrive, il dit oui, mais ton rapport à la nation, c'est aussi un rapport un peu confus. C'est pas mal, je trouve. C'est pas mal trouvé. Il se rend compte qu'il peut aider à construire des discours, des identitaires, puisqu'il leur donne des cartes pour pouvoir décrire encore et encore le clivage qui les sépare des autres. Peut-être que Bégodeau ne comprend pas ce que crie la droite
qui appelle à une forme d'humanisme que lui nie en bloc. La droite a peur que les gens se séparent au fur et à mesure, que l'on ne soit pas des semblables, que l'on ne soit tous différents, si différents au point de cultiver des communautarismes, des séparatismes, de plus en plus clivants. La droite a peur, mais le gauchiste aussi, car il constate cette fracture sociale qui ne peut être niée. Pour ensuite aller spigner. Non, mais le procédé est pas hyper recherché chez Dioclo non plus, mais bon, attends, faut... Dioclo, c'est pas quelqu'un qui d'habitude fait des vidéos politiques ou quoi. Moi, je trouve... Quand même, Maudin Malin passe son temps à faire des trucs politiques et c'est pas mal une disaster class cette vidéo, et Dioclo en fait pas trop et c'est pas si mal, quoi. Ignoler sur Frio ou aller en conférence gesticuler avec un son médiocre et une mise en scène claquée au sol. Pour se sentir penseur et supérieur, l'identitaire craint de voir disparaître ce qui nous a été promis lorsque nous étions des enfants, pour la majorité. Nous avions cru, je pense, que France Black Blanc Beurre de 98, tout le monde aurait pu trouver du travail et s'entendre. Mais non, on n'en est plus là. La gauche veut nier les évidences et tout expliquer ne suffit pas à régler les problèmes. La droite veut aggraver les problèmes pour pouvoir enfin solutionner sans pouvoir prendre les décisions adéquates. L'émotion. La gauche veut nier les évidences. Ça, c'est un truc dans lequel on pourra revenir longuement, notamment quand il y aura position avec nous. Mais il y a ce côté-là, des fois, c'est un discours de droite de dire la gauche refuse de voir le réel et refuse de voir certaines choses. Par exemple, les problèmes d'insécurité, par exemple, les problèmes d'immigration, par exemple, la perte de la tradition française, des trucs comme ça. En réalité, c'est pas tant des évidences que ça, et le fait de considérer ça comme des évidences, ben, c'est déjà politique. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple les chiffres sur l'insécurité, on n'a pas de manière évidente des hausses. Et pourtant, les mecs à les écouter, c'est devenu le sujet principal de l'élection présidentielle, l'insécurité, l'immigration, des choses comme ça. Donc, en fait, à partir du moment où on dit la gauche ferme les yeux alors que, bon, elle a bon fond, mais elle devrait voir que... Ben, c'est un peu rentré dans le jeu politique de la droite qui nous fait croire que le principal, c'est de voir les problèmes problèmes d'immigration, problèmes d'insécurité, des trucs comme ça, quoi. Se présenter comme un discours du réel est un problème chez Bégodeau comme chez les droitards. Oui, c'est vrai. Après, on peut avoir un discours quand même plus ou moins scientifique, c'est-à-dire si tu prends... je sais plus qui c'était, mais il y a un gars dans le chat qui arrête pas de parler de Bourdieu. Bah, si tu prends des trucs de Bourdieu, des fois il y a des choses qui sont juste sociologiques, quoi, qui sont on fait une expérience sociale, on regarde combien de personnes qui font ci, combien de personnes qui font ça, on se rapproche déjà beaucoup plus du réel que un mec qui dit il y a un problème d'insécurité, qui a aucun chiffre, qui est incapable de dire pourquoi, et il dit ouais, c'est parce que j'ai vu un type se faire agresser dans la rue. Voir un type se faire agresser dans la rue, ça veut pas dire qu'il y a un problème d'insécurité, en fait. Peut y avoir un problème d'insécurité parce qu'en fait il y a des gros pourcentages de chances que ça arrive, et puis il peut ne pas y en avoir parce que ça arrive une fois par an et puis t'es tombé le mauvais jour, quoi. Ne nous fait pas agir de manière sereine ni réfléchie. On n'est pas pragmatique quand on pète un câble, autant à droite qu'à gauche l'émotion prend souvent le pas. Quant à la conclusion de Bégodeau sur l'influence de Soral et l'identitaire, je pense qu'il se trompe. D'une certaine manière, nous les influenceurs internet YouTube, on peut légitimement penser que les identitaires réels ne sont pas des Soraliens. Soral a su jouer sur tous les tableaux communautaires et identitaires de tous bords, musulmans comme catholiques. Il a joué sur le plan d'un gauchisme, communisme pour le social, l'immigration avec des valeurs de droite pour l'incarnation de la famille et des valeurs travail, morale, patrie. Son antisémitisme était un point de connexion pour les mouvements radicaux, catho-tradis ou musulmans radicaux. Les juifs étant... Ouais. Ben, après, en plus, Dioclo, tu connais bien ces histoires-là avec Soral et tout, mais moi je pense que Soral, si ça a marché, Soral d'ailleurs, comme de manière un peu moindre, mais Boutelja à l'époque, c'est parce qu'ils arrivent justement dans cette période, là, 2005, début des années 2000, et ils tiennent un discours qui est critique de la bourgeoisie de gauche, qui est la bourgeoisie qui tient... le plus de médias, qui est quand même à l'avant-garde, on va dire, de la bourgeoisie depuis Mitterrand. Et comme Soral, il arrive en disant non mais la gauche PS c'est des bobos, et puis il faut se battre contre eux, ils font le jeu du capitalisme, machin, je pense que ce discours a vraiment marché. Et le discours identitaire, au final, il est devenu chez Soral quand même après. Et le discours antisémite, il est venu après aussi. C'est-à-dire que ce qui s'est passé chez Soral, c'est que Soral, c'est un peu Kluskar bourré. C'est-à-dire qu'il a repris Kluskar, et puis au lieu de parler de bourgeoisie, il parle des américano-sionistes, et puis en fait les américano-sionistes c'est les juifs, et puis des trucs comme ça, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il a identitarisé le discours marxiste de Kluskar.
mais identitarisé en plus en mode théorie du complot, un peu, enfin des trucs du genre. Mais je pense pas que ce soit parce qu'il ait pointé les juifs qu'il ait réussi à avoir une communauté comme ça avec les cathos tradis et avec les musulmans derrière lui. Parce qu'en réalité, Soral c'était déjà, je pense avant ça, et puis en plus de ça, je pense qu'il y a plein de mecs qui étaient ni cathos tradis ni musulmans tradis qui sont mis à suivre Soral, quoi. Oui, Soral a pointé les juifs à la fin. Oui, pour moi c'est ça. Soral il a dérivé à partir de, je sais pas. Il a dérivé lentement de toute façon, mais je veux dire, là depuis 3-4 ans, c'est vraiment clair, quoi. Mais il avait même commencé à dériver avant, quoi. Mais ça se voit, de toute façon, quand on voit des vidéos de Soral, genre Soral chez Ardisson, Soral dans les années 2000, c'est vraiment le mec un peu first class de base, mais du coup, ça fait du bien aussi à l'époque, je pense, d'entendre un mec qui arrive et qui dit non, mais le féminisme du PS, c'est bien, mais pourquoi il n'y a pas un ouvrier Pourquoi il n'y a pas un ouvrier à l'Assemblée nationale ? C'est débile d'opposer les deux, évidemment que c'est débile d'opposer les deux. Mais au moins, je pense qu'il y a plein de gens qui étaient là, oui, enfin, on parle de social. Et il y a des gens qui avaient besoin de ça, quoi. Mis de côté dans cette histoire car il est l'ennemi commun à abattre selon Soral, la bête immonde, tentaculaire. Bref, Bégodeau fait le constat de l'impact de Soral, mais pas que. Il se rend compte que la bourgeoisie a choisi le plan autoritaire et anti-immigrationniste plutôt que de pencher à gauche, ce qui aurait pu d'ailleurs servir la bourgeoisie comme à l'époque de Hollande. La question de Bégodeau n'est pas de savoir pourquoi la question identitaire se répand, même à gauche, il tente plutôt de démontrer que cela a toujours été le cas. Mais ce qui fait tout de même le plus de mal, c'est la négation de l'aspect social dans le questionnement du militant identitaire. Il n'est pas assez subtil, semblerait-il, pour comprendre ce que Bégodeau veut lui expliquer. Pourtant, en grande partie, moi-même, je trouve qu'il veut trop montrer d'exemples contradictoires pour discréditer un discours au lieu d'essayer de comprendre et d'approfondir dans les questionnements. Heureusement, Bégodeau voit ce qu'il est, rassemble, mais aussi beaucoup ce qu'il est sépare. Une dernière question me taraude, est-ce que le fameux M mystérieux, qui plus est, a changé grâce à cet entretien avec Bégodeau? Est-ce que cette soirée a permis à M de savoir ce qu'il en était de cette... Et Lazio ce qu'il dit, oui, c'est qu'en final, ça convainc pas tant que ça un mec de droite. Et c'est vrai que, en fait, Bégodeau, je pense qu'il écrit ce livre aussi parce qu'il vient de critiquer le centre-gauche, pas le centre-gauche, le macronisme, quoi, la bourgeoisie centriste. Et du coup, il se retrouve peut-être obligé de dire, regardez, je défonce aussi la droite. Et c'est pour ça qu'il y a ces relents un peu gauchistes dans ce livre-là. C'est oui, en fait, la nation, ça n'existe pas. C'est peut-être aussi pour montrer patte blanche, parce qu'il a aussi besoin d'un livre. Il a écrit un livre pour rassurer Usil. Mais c'est un peu ça, peut-être. Peut-être qu'il a besoin de montrer que oui, regardez, en fait, j'aime pas le centre parce que je suis d'extrême gauche. En fait, nous, on l'avait compris, mais oui. Zioclo, qui dit invite-moi. Zioclo, si tu veux, je finis ça. Après on parle un peu et après on testera, mais je te dis, j'ai pas de Discord là, de libre, enfin j'ai juste mon compte normal, je l'ai jamais fait, donc si pour que ça prenne 10 minutes pour que ça marche, ça va être compliqué, et puis en plus là on est qu'au milieu de la vidéo, donc on va continuer. Cette société plus facilement qu'avec ses questionnements actuels, ce qui a tordu sa vision après la lecture des ouvrages de Bégodeau et la retranscription totalement dévoyée que Bégodeau conchit. Très personnellement, je ne peux pas vous dire ce qu'est la France. Je ne peux que vous dire ce qu'elle a fait de moi. En partie, grâce, comme je vous l'ai dit, à ma famille, mon entourage, mes emplois, mes voyages, mes rencontres. C'est à mes yeux quelque chose qui... Oh là là, ce poète est copieux, Zioclo. Je peux pas vous dire ce qu'est la France, je peux juste vous dire ce qu'elle a fait de moi, putain. T'étais obligé. Attends. Ouais, Néobrecht qui dit j'approuve l'initiative en fait qu'il ait fait un livre pour rassurer Usul. C'est vrai que moi je préfère qu'il ait fait ça plutôt qu'il fasse une Michéa où il fait 30 000 fois le même livre pour dire regardez, c'est pas bien le PS. Oui, c'est pas bien le PS, ok, très bien. Qui vous a permis de vous sentir un peu plus égaux, d'appartenir à une nation qui nous fait nous sentir plus grands et non discriminés, contrairement à ce qui se dit aujourd'hui. Mais ce qui détruit la France, ce n'est pas le gauchisme, ce n'est pas l'identitaire. Ce n'est peut-être pas non plus l'européanisme, ni l'américanisme. Peut-être qu'il n'y a rien qui détruit la France. Peut-être qu'elle deviendra ce qu'elle doit être. Souvent Wissam, le vitaliste, qui aime beaucoup Auria, et d'ailleurs son community manager. Mais... Ah, pourquoi il y a Wissam qui pop là dans le truc ?
Il aime à dire que si la France ne devenait qu'un pays avec des harbis, ce n'est pas un problème. J'aurais tendance à répondre que c'est vrai, ce n'est pas un problème. Par contre, si la France n'était que blanche, pourquoi ce serait un problème dans ce cas ? Bien entendu, je trouve ce raisonnement stupide et absurde. Je ne pense jamais en termes d'absolu, mais plutôt en termes de nuances, et il faut des concessions. La France sera sûrement des concessions de ses populations, dans ses identités. Elle apprendra à gérer tout cela, mais peut-être pas. Car la France n'est pas une entité vivante. Elle est animée par nos espoirs, par nos efforts, nos constructions et nos innovations. J'ai autant détesté mon pays que je l'ai aimé, car c'est mon pays. N'oubliez pas qui vous êtes. Revenons-en à François. Malheureusement, il n'aime pas son pays. Il n'aime... Ouais, bah les trucs de... Si la France était que blanche, si la France... Moi, c'est des débats, sincèrement, c'est pour ça qu'il y a certains... Les livres qui sont pas assez terre à terre, ça me fait chier, je m'en fous, enfin, qu'est-ce que c'est que ce débat ? Si la France n'était que blanche, est-ce que ce serait la France ? Enfin, c'est un débat qui, pour moi, est essentiellement métaphysique. Et pour le coup, c'est pas du tout matérialiste, et peut-être que... peut-être qu'il y en a qui aiment bien ce genre de débat, moi je trouve ça vraiment... pas cette diversité d'expression et a tendance à craindre l'expression du fascisme autoritaire qui serait en vrai dans la bourgeoisie. Mais la bourgeoisie n'en a que faire de l'identité, comme du gauchiste. Finalement, ce que Bégodeau ne comprend pas, c'est que ce système, nous le voulons aussi peut-être. Peut-être que nous l'estimons. Nous voulons le satisfaire pour pouvoir nous satisfaire nous-mêmes et exister de manière plus puissante et plus présente. Le système se joue de nous et nous devons nous jouer de lui. Et contrairement à beaucoup, certains ont abandonné l'idée d'une révolution et préfèrent s'adapter, quitte à avoir une pensée politique confuse, réduite, peut-être pas forcément très pertinente, mais c'est ça, leur vie. C'est leur expression. C'est comme ça qu'ils peuvent dire les choses qu'ils ressentent. Bien sûr que François Bégodeau comprend cela, car sinon il n'aurait pas autant d'affect pour M, n'aurait jamais dédié un livre complet à cette personne. On sent aussi la tristesse de voir une forme de mépris dans la compréhension de Zioclo, t'es trop un poseur. Mais Zioclo, il a ce côté, mais même dans ses lives, ce côté ouvert un peu à tout le monde, qui a un côté aussi libéral, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire, c'est pour ça que je te dis que moi je trouve que le problème là, de ce que tu dis, outre l'aspect politique qui fait qu'on a du mal à comprendre des fois, c'est que tu choisis pas trop, tu dis bon bah c'est pas bien chez Bégodeau, c'est pas bien chez M, mais il y a du bien chez Bégodeau, mais il y a du bien chez M, mais à la fois bah, c'est aussi ce que t'es, c'est aussi ce que tu fais en live, c'est-à-dire que tu te poses pas comme étant un sachant et tu te poses un peu de manière socratique quoi. Je sais pas, dites-moi. Zioclo, le nouveau Socrate. Ceux-ci, de ceux qui sont ses admirateurs. Il y voit déjà une errance de réflexion. Tu es capable de construire leur pensée autour de choses concrètes. Le schéma cocasse et cynique d'un mec hors sol pensant penser le temps présent de manière factuelle et sourcée. Mais il a l'audace et la vantardise de penser qu'aucune personne de droite ne pourrait retranscrire une soirée de cette façon. Il pense effectivement être le seul auteur capable de sortir un livre de cet acabit. Il balaye d'un revers de main les soucis identitaires. Il préfère les circonvolutions pour ne jamais parler de ces sujets, en revenir toujours à la problématique de la bourgeoisie capitaliste et impérialiste qui domine le prolétaire discriminé. Je ne comprends pas que ce discours se retrouve dans les classes bien inférieures. M serait de la petite bourgeoisie lyonnaise et pourtant, dans le discours de celui-ci, il ressemble à un Jean RSA, Jean de classe moyenne, où on peut retrouver... Ça, c'est vrai. Ça, il dit les termes Bégodeau là-dessus. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de gars un peu comme ça, crypto-droitards soraliens, qui parlent du prolétariat comme s'ils avaient les mains dans le cambouis, alors que c'est des étudiants un peu petits bourgeois, enfin fils de petits bourgeois. Là, il touche un truc intéressant au niveau sociologique de ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez une vision du monde, il y a une vision du monde qui est la vision du monde du soralien, et essayez de comprendre qui est touché par cette vision du monde, quel sujet collectif, ça c'est intéressant. Ces inquiétudes. On me dira que c'est un langage de la droite, que la plupart ne défendent pas leurs intérêts et qu'ils se font manipuler par le capital ou par la bourgeoisie, les médias, etc. etc. Je ne conclurai jamais là-dessus car je n'ai pas de réponse à cette question. Ce que je sais, c'est que de toute façon, les gens ont l'air de chercher à se réunir et à ne plus se cliver, mais aussi la grande tentation de vivre en... Man qui dit, c'est souvent des artisans. Il y a un truc intéressant, et justement, c'est là où il faut commencer à penser matériellement des fois. C'est pourquoi est-ce que les artisans, ils ont tendance à être un petit peu réactionnaires et tendance à être un petit peu quand même social. Il y a des gens qui feront la corrélation, mais qui se diraient pas, bah, il y a une logique derrière tout ça. Mais c'est parce que les artisans, c'est une classe qui est sur
sur la fin, entre guillemets. C'est une classe qui a du mal à se battre contre la mondialisation, contre l'industrialisation, contre des choses comme ça. Donc forcément, c'est une classe un peu réactionnaire, parce que c'était mieux avant pour eux. Il fallait mieux être artisan il y a 4 ans, il y a 400 ans que maintenant, quoi. Et donc, la classe des artisans a tendance à être un petit peu réactionnaire. Et par contre, elle a tendance à être quand même relativement pas ultra libérale, machin, parce qu'elle n'a pas non plus l'intérêt à ça. C'est pas c'est pas la grande bourgeoisie, c'est pas des gens qui ont tendance, encore une fois, à la libéralisation à outrance, à des choses comme ça. Donc c'est normal qu'en fait les artisans, ils soient touchés par le discours de Soral. Ils sont touchés par un discours qui leur dit c'était mieux avant et faudrait qu'on rémunère les gens qui travaillent vraiment. Bah oui, ça c'est le discours qui plaît aux artisans. C'est le discours qui plaît aux petits bourgeois, mais petits bourgeois artisans, on est sur des classes sociales qui sont assez proches quand même. En communauté. Le rêve humide de pouvoir un jour caresser l'espoir de former une plus grande communauté, semblable, être français de sa ville avec son contexte. Je pense que c'est ce qui perd la pensée de la gauche. C'est son ultra-relativisme de tout, son ultra-oppression. Ce club qui dit quoi, les artisans sont plus touchés par Soral. On disait que c'était une vision du monde d'artisans avec Magne, mais une vision du monde aussi de petits bourgeois, d'étudiants. Les étudiants, ils peuvent avoir toutes les visions du monde possibles. Mais dans le sens où ces gens-là, souvent, moi, de mon expérience, pour le coup, alors je dis pas que c'est la vérité, mais de mon expérience dans les Soraliens que j'ai croisés, c'est des gens qui ont un attrait pour l'artisanat, qui sont rarement des gros prolos qui sont à l'usine, et qui vont qui vont bander sur... alors bander, c'est aussi un truc un peu sexuel, vous me direz. Qui vont bander sur les prolos d'usine, alors que ça n'en sont pas. Et justement, du coup, c'est intéressant de voir pourquoi est-ce que ces gens-là pensent comme ça. Il n'y a plus de critique sans racisme et violence autoritaire d'extrême droite. La gauche est devenue le parti de l'indignation. Ce qui était avant le rôle de la droite, l'indignation perpétuelle, au long cours, est de plus en plus étendue sur des choses qui n'ont pas de prise sur nos réalités. Par instant, on va d'abord chasser le racisme, pour chasser le sexisme derrière, pour chasser l'homophobie, pour chasser la transphobie, mais ensuite, pour chasser toute discrimination patriarcale, abstraite. Et ensuite, nous irons chercher une domination impérialiste américaine qui sera dominée peut-être par d'autres enjeux, qui amèneront à des discriminations beaucoup plus simples, comme un contrôle par des flics dans la rue sur un arabe habillé en Lacoste avec la sacoche. T'inquiète frère, on est bien. On ne veut plus de d'essentialisation, on ne veut plus d'amalgame, mais par contre, on rend tout inaccessiblement critiquable, puisque rien ne serait de la faute de personne, à part peut-être les fachos. La gauche a perdu pied avec la réalité, et irrémédiablement, la droite s'engouffre dans ces nouvelles possibilités de s'en saisir. En principe, je me définis... Ouais, là, tu vois, Zioclo, c'est là où... C'est pour ça que tu te fais traiter de confus, je pense, par beaucoup de gens. C'est que... quand tu dis... là, ce que tu dis, c'est la gauche a perdu pied avec le réel, alors que... En gros, tu dis le truc de la droite fait le bon diagnostic. Et la gauche ne veut pas voir ce diagnostic, alors que pourtant, t'es peut-être quelqu'un qui préférait les solutions de la gauche. En réalité, le diagnostic, c'est déjà le problème. Le diagnostic de la droite, en général, il est un petit peu idéaliste, voire carrément. Bon, là, tu parles à Bégodeau, et Bégodeau aussi fait un diagnostic un peu idéaliste dans ce livre-là, de ce que j'en comprends, mais faut l'avouer, il y a cette part-là quand même. Et vous disiez un truc intéressant au-dessus, c'est Soral citadin ou campagne. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire campagne et quartier musulman. Zioclo dit ça, ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Parce que, justement, les réactionnaires, c'est ceux qui profitent pas, en fait, souvent. C'est ceux qui ont tendance à dire que c'était mieux avant. Et c'est quand même moins les purs citadins. Et d'ailleurs, on le voit aux élections, les citadins votent quand même beaucoup pour des partis type soit Macron, soit France Insoumise. Alors que la campagne vote plus pour des partis de droite, voire d'extrême droite. Ni de gauche. Mais quand tu commences à te battre contre des moulins à vent, des choses qui sont inaccessibles, c'est que tu n'as pas la capacité de penser. J'ai pas dit que la droite faisait le bon diagnostic, je dis qu'elle était parano. Bon, désolé si tu dis ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu dis ouais, que la gauche refuse de voir des choses, c'est vrai en partie, mais souvent ce truc-là, c'est utilisé pour dire la gauche elle refuse de voir qu'il y a quand même un problème avec les Arabes. Je veux dire, les gars te disent ça, quoi. Ils te disent il y a un problème avec l'immigration et voilà, vous refusez de le voir. Il faudrait mettre plus d'argent dans la police parce que y a un problème avec la sécurité. C'est souvent ça, ce discours-là. Et en fait, c'est un discours qui est évidemment, là je l'ai fait en plus gros, mais c'est un discours qui est évidemment biaisé, un discours qui induit déjà les solutions et qui est déjà politique, quoi. Le réel. Maintenant, tout de suite, dans la rue.
Nous cessons de penser le réel. Indignons-nous lorsque l'on perd une annexion ou allons dans la rue pour soutenir notre bon Mélenchon. Mais ne faisons rien pour changer quoi que ce soit. Certains ont promis des caisses de grève, d'autres avaient promis monts et merveilles lors d'une future révolution des Gilets jaunes et même lors des manifestations qui ont suivi une période d'angoisse mondiale. Le capital a ses avantages et de toute façon nous vivons dedans. Je ne veux pas être hors sol, je ne peux pas me permettre de faire cela. Comme François, je ne suis pas un bourgeois rentier, je suis obligé de penser au réel avec mes contemporains et mes semblables. Nous sommes français et nous aimons ce pays. François, s'il te plaît, la prochaine fois que tu fais un livre, essaye d'admettre que tu es un bandeur des extrêmes radicaux. Bisous. Et merci Maudin. Et à la maudinerie. Et bisous à toute la Zieu Claudie. Ah putain, et en vrai, je le répète, je suis peut-être pas sympa, mais sur la forme, c'est quand même long et c'est. Le fait que ce soit poétique, en fait, tu l'aurais écrit ou tu l'aurais récité comme un poème de suite, à écouter comme ça l'aurait fait, mais en fait, là, vu que c'est censé être un peu un débat, machin, analyse, c'est dur de suivre. L'identité, c'est vraiment le thème majeur du livre. Et là-dessus, il faut tout de suite reconnaître à Bégaudeau une certaine cohérence dans son discours, en apparence du moins, que beaucoup de gauchistes n'ont pas. Parce que pour lui, le combat identitaire, c'est de droite, un point, c'est tout. Donc la gauche identitaire, ce n'est pas la gauche. Avec Bégaudeau, on coupe en deux, gauche et droite, oui et non. C'est par la simplification à outrance qu'il lutte contre la confusion. Même si bon, il semble avoir une tolérance beaucoup plus grande pour les identitaires de gauche que ceux de droite. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, un de ses arguments, c'est de dire... C'est vrai que c'est compliqué, là, avec ce qu'il explique, type, il n'y a pas d'identité, la France n'existe pas, c'est compliqué. Après, quand on voit les mouvements de gauche qui parlent d'identité, même s'ils ne se revendiquent pas forcément identitaires, ces mouvements, je sais pas, j'aimerais bien lui en parler, j'aimerais bien qu'il nous dise comment il arrive à allier les deux, quoi. Nous venons du même pays et pourtant, sur 100 personnes, aucune n'a les mêmes goûts en matière d'art ou les mêmes opinions. Comme si on n'était liés que par les goûts ou les opinions qu'on avait en commun. Parce que ce qu'il reproche à l'identité, c'est, je cite, « d'avoir trait à l'identique, à l'invariable ». En clair, quand il parle d'identité, il voit ça comme un point sur un graphique, alors que l'identité, précisément, c'est un spectre. C'est beaucoup plus large, ça transcende, ça dépasse le simple cadre individuel. Et l'identité Salut Dioclo. nationale, avant de rejeter qui que ce soit, c'est quelque chose qui sert à rassembler. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus fédérateur qu'une identité sexuelle, religieuse ou politique. Et le problème de Bégaudeau, c'est qu'il ne voit pas l'aspect excluant de l'identité. Si j'appartiens à un groupe, c'est que d'autres n'y appartiennent pas. Ce qui, encore une fois, est absolument normal. Je ne dis pas « c'est bien », je ne dis pas « c'est mal », je dis que c'est comme ça que ça marche. Bégaudeau, quand il se définit comme un homme de gauche, il marque une frontière avec les gens de droite, et c'est précisément cette frontière qui fait à la fois sa fierté et son identité. En fait, dans la rhétorique de Bégaudeau, il y a l'idée qu'être français invaliderait toutes les identités. C'est pour ça qu'il dit « je ne sais pas ce que c'est qu'être français », par exemple. Comme si être français faisait de nous un... Mais il a pas tort au final sur ça aussi. Enfin, moi je vois comment Bégaudeau peut dire ça, dans le sens où entre un Alsacien et un Breton, il y a des identités aussi à l'intérieur de la France. Et l'identité française est une identité parmi d'autres et est souvent moins évidente au final que... Si vous voulez, quand vous vous baladez en France, vous voyez quand même une très grande diversité entre les départements, entre les régions. Et je trouve que il y a moyen de mettre ça en avant et c'est possible que les gens se retrouvent plus au final là-dedans qu'autre chose. Et merci pour ton raid de 4 personnes, Dioclo. Clone de tous les autres Français. En fait, il donne une définition absurde de l'identité et puis il accuse les identitaires de ne pas correspondre à cette définition. En fait, la volonté d'une identité nationale, ça a aussi des raisons pratiques. Ça sert à la cohésion, là où le multiculturalisme, lui, n'apporte que division et conflit. Mais surtout, Bégaudeau nous dit, il y aurait bien cette tendance à pisser ce que nous buvons, mais est-ce vraiment propre aux Français ? Et ça, c'est un argument employé par les identitaires eux-mêmes. Pour les identitaires, l'identité, c'est précisément ce qui différencie les hommes. Là où Bégaudeau, lui, nous dit que l'identité n'a trait qu'aux semblables. Parce que là, Bégaudeau fait référence à des...
l'impression de lire le Parménide avec est-ce que l'identité, c'est faire des différences entre deux identités, ou est-ce que l'identité, c'est être pareil? Putain, c'est un peu long. Man qui dit le fait que le spectre devient confus aux frontières, par exemple, un Guadeloupéen a moins à voir avec un Lillois qu'un Lillois avec un Belge. Mais c'est assez vrai. C'est vrai que vous allez aller en Alsace, il suffit que vous soyez un peu blond et tout, on peut vous parler en allemand directement. Vous allez à la frontière italienne, c'est un peu pareil. Et du coup, vous avez des cultures qui sont pas évidemment françaises. Ça pose question aussi, c'est normal de questionner ce type d'identité. Des besoins naturels, comme faire ses besoins, se nourrir, boire, se reproduire, etc. Or, ces points communs que nous avons avec les hommes, nous les avons aussi avec les animaux, voire même les insectes. Ce n'est donc pas une caractéristique propre aux hommes. Ce qui caractérise les hommes, les groupes humains, c'est leur culture et surtout la diversité de leur culture. Et pour un identitaire, nier l'identité, c'est nier la culture. Donc, un droitard qui nous dit que ce qui définit l'homme et ce qui différencie l'homme des animaux, c'est la culture, c'est quand même assez beau. Nier l'homme lui-même. D'ailleurs, j'ai été surpris par le fait qu'il n'emploie quasiment jamais le mot culture dans ce livre, dont le thème principal est la notion d'identité. Le mot n'apparaît que quelques fois alors qu'il est absolument essentiel. C'est la célèbre phrase de Joseph de Maistre, je cite « Il n'y a point d'homme dans le monde, j'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan, mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. » Et surtout, quelque chose que Bégodeau ne comprend pas, c'est que l'identité... Ouais, c'est un peu de la logorée, c'est pas très 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 convaincant. Enfin, on pourrait dire pareil de tout. On pourrait dire il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des prolétaires, des bourgeois. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des hommes, des femmes. Enfin, d'hommes du coup dans le sens général. Qu'est-ce que vous voulez dire de ça? Le patriote ou le nationaliste revendique son appartenance à un peuple, à une patrie ou à une culture, mais pas à un système politique. La politique est un outil et non l'identité elle-même. Parce qu'évidemment, pour Bégodeau, la patrie n'existe pas. Ou en tout cas, elle est une idée abstraite. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui revient. Là, on voit pourquoi il pense que l'identité française est transcendante à l'histoire, même s'il ne le dit pas. C'est qu'il est en train de nous dire, oui, la politique, non, la politique c'est un peu dans le contenant, mais le contenu, la forme, la France, c'est pas la politique. Qu'est-ce qu'a construit quand même cette identité française moderne, dis-nous? Qu'est-ce qui a construit la France comme elle est aujourd'hui? C'est pas en partie la politique quand même. À un moment, la France, ça contenait pas l'Alsace-Lorraine. Après, ça l'a contenu. Il y a eu peut-être des décisions politiques qui ont fait que... on voit en fait l'abstraction qu'il y a derrière tout ça. On a l'impression qu'il y a la France et puis l'identité française, il faudrait que ça existe en soi, mais ça n'existe pas en soi l'identité française. L'identité française, c'est une construction socio-historique qui a trait à la politique, et la politique ayant trait aussi à des rapports sociaux, matériels, économiques. C'est pas la France comme ça, et puis l'Allemagne à côté, et puis ces deux choses, et puis un peu à la Zemmour, c'est les Allemands ils sont comme ça, les Anglais de toute façon ils vont nous trahir. Enfin non, c'est pas ça, les Anglais ou les Allemands ils vont nous trahir ou pas nous trahir selon leurs intérêts et les rapports sociaux qu'il y a dans leur société à une époque, quoi. Paduring a deux doigts de verser dans la germanophobie si on le fait continuer sur le dossier Alsace-Moselle. On ne dira rien sur l'Allemagne ce soir. Bien, très souvent dans la rhétorique gauchiste. Ce dont vous parlez n'existe pas. Le grand R n'existe pas. Le racisme anti-blanc n'existe pas. La misère S n'existe pas. La France n'existe pas. Bref, inutile de parler. Rien de ce qui vous fait souffrir n'existe. Vous êtes juste des cinglés. En plus, la patrie, c'est un concept patriarcal, évidemment, c'est la terre des pères. Il faut absolument s'en débarrasser, c'est la racine du mal, du fascisme. Pourtant, l'existence de la patrie est très concrète, elle a laissé des traces, un patrimoine immense, matériel et immatériel. Non, la patrie, c'est pas la patrie qui crée le fascisme, c'est la crise. C'est encore une fois des rapports sociaux qui créent, qu'après on peut mettre en avant l'aspect patriote ou l'aspect racial, qui des fois est transpatriote, en disant c'est ça la solution, mais c'est pas d'abord la patrie qui va créer le fascisme. En fait, même les idées de Bégodeau sont le fruit de cet héritage immatériel, parce que la remise en cause d'absolument tout, le relativisme à outrance, le matérialisme, la déconstruction, la possibilité même de nier son identité, ce sont des particularismes occidentaux et même tout particulièrement français.
Mais les peuples que les gauchistes se battent pour faire cohabiter avec nous ne partagent pas cette culture de la remise en question. Et c'est marrant, ça, ils font souvent les mecs de droite, c'est-à-dire qu'ils disent oui, le matérialisme, la philosophie actuelle, c'est un truc vraiment européen, les autres peuples ne le partagent pas. Et pourtant, ils passent leur temps à dire que certains trucs scientifiques aussi sont des grandes victoires de l'Europe, qui du coup est supérieure. Mais en fait, ils ont toujours cette négation de la sociologie comme science et de la philosophie aussi, tout ce qu'il peut y avoir rationnel dans la philosophie. Alors oui, le matérialisme, en fait, il y a certaines cultures qui ne conçoivent pas cette philosophie. Et c'est bien dommage au final. Enfin, c'est peut-être qu'ils sont dans une culture, dans une philosophie qui est idéaliste et qui n'arrive pas à représenter de manière assez fonctionnelle le monde. C'est bizarre de dénoncer le fait qu'en Europe, on a le matérialisme et que comme c'est pas partagé par tout le monde entier, ce serait mauvais en soi. C'est comme dire, oui, il y a la théorie de la relativité, mais en fait, c'est un truc d'européen, la théorie de la relativité. Je suis pas sûr, moi. Hein. Jamais ils ne remettront, eux, leur identité en question. Et certains, comme les décoloniaux par exemple, surexploitent cette capacité à la remise en question en se servant de notre faiblesse pour nous attaquer. Ils nous demandent la déconstruction, alors qu'eux ne feront jamais cet effort. Et cette capacité... Ça, c'est un truc constant, c'est le fait de dire que les décoloniaux, en fait, c'est une taquilla qui utilise la gauche française pour essayer de mettre en avant l'identité musulmane que eux réaffirment. Mais c'est un truc de complotiste, hein. Enfin, va falloir essayer de le prouver que la gauche dite identitaire française fait ça. En fait, la gauche dite identitaire, elle parle d'identité, dont certaines identités sont... liées aussi au destin colonial français, et évidemment que ces identités du coup peuvent poser problème à un certain moment donné dans l'intégration d'autres identités qui sont des identités issues du rapport de force colonial dans la France actuelle. Mais ça ne veut pas dire que c'est des bandeurs d'identité. Rouya Boutelja veut transitionner vos enfants, mais c'est ça, enfin, je veux dire, les mecs sont quand même assez à fond. Capacité à se remettre en question, c'est même précisément ce qui a permis aux Européens d'apporter tant de nouveautés et de progrès, que ce soit sur le plan scientifique, philosophique, technologique ou artistique. Mais aujourd'hui, cette capacité à se remettre en question est en train de nous détruire parce qu'on la pousse au-delà du raisonnable. Et ce qui pousse les idéologues de gauche à déconstruire la patrie, c'est la même logique que celle qui les pousse à vouloir détruire la famille. Parce que quand tout a la même valeur, qu'il n'y a plus de hiérarchie nulle part, tout se vaut. Plus rien n'a de valeur. Et ce sont d'ailleurs ces idéologies qui considèrent que la... Ouais, le mec qui avait le plus raison dans le chat, c'était le type qui disait que c'est deux discours tangentiels où chacun dit un peu ce qu'il pense sans parler tellement de Bégodeau. C'est quoi cette histoire de déconstruction de la famille ? En plus, en quoi la gauche française veut déconstruire la famille ? La déconstruction de la famille, c'est quelque chose qui peut arriver de manière historique, mais c'est pas la volonté de quelqu'un de déconstruire la famille. Enfin, je vois peu de militants qui sont pour la déconstruction de la famille. Enfin, faut me dire dans quel programme politique il y a la déconstruction de la famille. La famille est la matrice même du fascisme et qu'elle doit donc être détruite. C'est Henri IV, non, qui avait divorcé, je me souviens plus, non, un roi anglais qui avait fait passer le divorce et qui était devenu protestant pour... non, du coup, Henri IV, c'est pas un roi anglais. Qui était devenu protestant pour pouvoir divorcer. Les gros cerveaux du chat, on veut votre Henri VIII. Et ben, Henri VIII, c'est le début de la déconstruction de la famille, vous l'aurez entendu ici en premier. C'est aussi eux qui encouragent à la GPA, parce qu'après tout, l'amour de la mère pour son enfant, ce n'est qu'une construction sociale. Qu'un enfant soit élevé par sa mère biologique ou pas, quelle importance. Qu'un enfant n'ait pas de relation S, ça aussi c'est une construction sociale, une barrière morale de vieux réac. Bref, tout ça procède de la même idéologie. L'idéologie déconstructiviste, c'est la porte d'entrée à toutes les pires dérives. C'est ça que la droite reproche à la gauche morale d'ailleurs. Tout comme la gauche reproche... Faut arrêter d'appeler la gauche Bégodeau la gauche morale, hein, c'est un peu gênant. Et l'histoire de déconstructivisme, bah, alors moi encore une fois je suis pas un fan des déconstructivistes tout le temps, mais ils appellent pas forcément en fait à déconstruire les choses. C'est-à-dire que si on voit par exemple que le genre c'est une construction sociale, on n'est pas en train de dire il faut plus qu'il y ait d'hommes et qu'il n'y ait plus de femmes, mais on est juste en train de dire bah regardez, être homme ou être femme dans la société, c'est un rapport social construit.
Et donc c'est un rapport de social qui peut évoluer, qui a évolué. Certaines ethnies considèrent la femme différemment, considèrent l'homme différemment. Voilà, si on se rend pas compte de ça, en fait, on est à l'œil nu quand on fait de la politique parce qu'on comprend plus rien, quoi. Mais on n'est pas en train de dire il faut qu'il y ait plus d'hommes et il faut qu'il y ait plus de femmes, quoi. Concrètement, est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire de France où l'identité a fait avancer quelque chose socialement ? Eh bien, l'identité, oui, l'identité française. Enfin, sincèrement, je pense que cette histoire de nier la nation française en tant que telle, et le fait que cette identité peut parfois être progressiste, parfois être réactionnaire, bah, c'est assez bête. Parce que si on prend la Révolution française, par exemple, la Révolution française, c'est la France contre l'Europe, la France en tant que patrie, et c'est plutôt progressiste. Mais parce qu'à l'époque aussi, il faut s'imaginer qu'il y a une France qui est moins soudée, avec des régions plus fortes, et qu'aujourd'hui, le combat qu'il y aurait par exemple pour des États-Unis d'Europe socialiste, ça pourrait être un combat progressiste. Si ça se trouve, dans 300 ans, le combat européen sera un combat ultra identitaire contre quelque chose, un monde uni, par exemple, quelque chose comme ça. Enfin, ça dépend de l'époque, en fait. La Révolution française, et même d'autres moments de l'histoire, la France est un signifiant qui est mis en avant de manière progressiste. À la droite d'être la porte d'entrée. Et envoyer des jeunes se faire massacrer pour l'identité en 14, c'est réactionnaire. C'est pas tout le temps progressiste, pas tout le temps réactionnaire. Du fascisme. Et pendant longtemps, j'ai dit que la folie dont souffrait la gauche, c'était la haine de soi, alors que c'est faux. C'est l'ami, le publiciste qui m'a fait remarquer ça. La gauche et les gauchistes sont totalement imbus d'eux-mêmes. Ce qui caractérise le gauchiste, ce n'est pas la haine de soi, mais la haine des siens. Et le fait de voir cette haine des siens comme une vertu. Et cette haine des siens est souvent compensée par un amour purement théorique pour les autres. Et ce multiculturalisme encouragé par la gauche, c'est ça qui divise la société et qui empêche toute forme de solidarité. D'ailleurs, là, vous avez l'idéalisme. Baudin Malin, si tu regardes ce React un jour, si tu veux savoir ce que c'est l'idéalisme, c'est ça. On va remettre la phrase, c'est très beau. C'est par un amour purement théorique pour les autres. Et ce multiculturalisme encouragé par la gauche, c'est ça qui divise la société. C'est le multiculturalisme de la gauche qui diviserait la société. Ça, c'est de l'idéalisme. C'est-à-dire qu'on met en avant des grandes idées, et c'est parce que machin, il pense que tout le monde est différent et a le droit de vivre selon sa différence. Ça divise la société. C'est-à-dire que l'analyse matérialiste, ce serait de dire il y a des rapports de force dans la société, il y a une crise, et cette crise, ça fait qu'il y a des réactions identitaires, et puis ces réactions identitaires, ça fait que les gens se confrontent. Ça, c'est une analyse plutôt matérialiste. Mais si on commence à dire oui, c'est parce que la gauche, en fait, elle est multiculturaliste, et puis parce que Canal+, ils sont bobos, qu'il y a des problèmes en France. Enfin, ça, c'est une analyse purement idéale, quoi. Et qui empêche toute forme de solidarité. D'ailleurs, il le note lui-même, quand ils doivent prendre parti pour des communautés, la gauche blanche, pour utiliser le terme qu'il utilise dans son livre, est mal accueillie par leurs amis racisés. Cette lutte pour le multiculturalisme, c'est vraiment un réflexe pavlovien qui ne repose sur rien. Et d'ailleurs, malgré la solidité des arguments de Bégaudeau, la puissance de sa construction argumentative, lorsqu'il veut se reposer sur du concret, comme avec les chiffres du grand R, il se vautre complètement. Il nous dit, pour décrédibiliser l'extrême droite, que même si on montrait les statistiques démographiques à Renaud Camus, ça ne changerait rien. Or, les chiffres dont il parle, ceux de Hervé Lebras, considèrent que les immigrés naturalisés, même s'ils sont arrivés depuis quelques mois à peine, ils sont des Français comme les autres. Qu'un Français de papier est un Français comme les autres. Et que comme l'identité n'existe pas, il suffit simplement d'avoir des papiers sur lesquels il est écrit qu'on est Français ou non. Dans la méthodologie d'Hervé Lebras... J'aimerais bien qu'il nous explique du coup comment il faut faire. Quelle solution pragmatique il a du coup pour différencier un Français d'un non-Français. Est-ce qu'il y a une mesure du nez qui est comprise ? Il y a aussi un énorme souci par rapport à la manière dont il calcule les entrées et les sorties. Mais je pense qu'on y reviendra un jour sur ce livre. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que dès qu'on remet en cause le fait que les Français de papier soient de vrais Français, on est accusé de racisme, de dire une chose horrible. Bref, on quitte la politique pour entrer dans le domaine de la morale. Et ça, pourtant, c'est quelque chose que Bégaudeau dénonce aussi.
mais uniquement quand ça l'arrange. D'ailleurs, pour l'anecdote, en parlant des contradictions de Bégodeau, Mais là-dessus, Bégodeau, il a raison. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer cette identité et cette accroche identitaire? Parce que lui, il dit oui, un vrai Français, c'est un Français qui a l'identité française. Mais comment tu mesures ça? Enfin, il y a des Français, c'est même d'ailleurs très français, qui sont extrêmement critiques envers la France, qui vont refuser, je sais pas, de chanter la Marseillaise. C'est pas des Français. Enfin, c'est impossible de mesurer cet attachement subjectif à l'identité française. Donc évidemment qu'on a besoin d'un État qui va légiférer et qui donne des papiers à certaines personnes et que c'est comme ça qu'on sait qui est français. Sinon on fait comment? lui qui rejette l'idée qu'il puisse exister des caractéristiques propres à certains peuples, qu'il puisse exister une identité, il dit à propos de l'écrivaine et philosophe Ayn Rand, de ses origines russes, Ayn Rand a la rudesse. Alors si ça c'est pas de l'essentialisme, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai bien conscience d'être un peu trop à charge depuis tout à l'heure. Alors je vais aussi donner un peu raison à Bégodeau, pour être un peu élégant. Il souligne... Il y a le roi druide qui dit rhétorique maurassienne du pays réel contre le pays illégal. Bah oui, c'est exactement ça, ouais. Il y aurait le pays réel, alors c'est lui, hein, évidemment, c'est lui et ses amis. Et puis il y a les gens qui n'ont pas vraiment l'identité française. Alors on ne sait pas trop comment on les mesure, mais voilà. Il y a par exemple un problème assez énorme qui existe dans les sphères patriotes, nationalistes, etc., bref, de droite, c'est cette habitude qu'ont beaucoup de considérer que la France n'est pas ce qu'elle est censée être. Je cite Bégodeau. « Si un corps n'est pas ce qu'il est censé être, c'est qu'il n'est pas vraiment ce qu'il est. » Et en effet, chez les identitaires, on voit pas mal de gens remonter à Napoléon, au début de la Révolution, à l'Ancien Régime, à avant le protestantisme, voire à avant le christianisme avec le paganisme. Comme si tout ce qu'il y avait entre ces périodes et aujourd'hui était une sorte de non-France ou une fausse France. À l'extrême droite, il y a souvent l'idée d'une France pervertie de l'intérieur, ce qui fait dire à Bégodeau, je cite, « Au long de son histoire, la France n'est jamais identique à son identité. La France n'est jamais la France. Ainsi, la France de Vichy ne serait pas la France, ni celle de Mitterrand, ni celle de Macron, et là-dessus, je partage un peu son point de vue. Non, mais enfin, faut avoir un peu de dialectique aussi quand même. Les choses évoluent évidemment, mais c'est le mouvement, c'est le mouvement de la France qui fait la France évidemment. Enfin, c'est les sophistes qu'on voit aussi chez Platon, ça, où le gars fait un crime et il dit oui, mais il y a 2 minutes j'étais différent, donc c'est pas moi qui ai fait le crime. Bah non, là c'est pareil, c'est tout à fait sophistique leur truc. C'est le mouvement entier de l'histoire française qui fait la France. C'est pas à un moment donné la France, puis après ça a changé, donc l'ancienne France n'est plus la France, quoi. Le druide roi, sans le savoir, Modin contredit l'histoire française. En France, la nationalité relève du droit positiviste, la loi fait norme contre le droit naturel et l'objectivisme allemand, la norme fait loi. Bon, ça je sais pas, c'est trop gros cerveau pour moi. En plus, c'est débile l'expression français de papier, ça marcherait si on avait le droit du sol, sauf qu'il n'existe quasiment pas, le gros des immigrés deviennent français par naturalisation. Idéalisme sur 20, c'est vrai. C'est exactement ce qu'amène une analyse idéaliste. France pervertie, c'est moralisateur sur 20. Mais oui, non mais parce que ces discours existent à droite et ça crée énormément de divisions. Tout le monde aime une image de la France et non pas la France elle-même. Parce qu'évidemment, la France actuelle, elle est quand même très difficile à aimer. Parce qu'elle est pour beaucoup de moins en moins la France. Or, à mon sens, l'identité ou le sentiment d'appartenance doivent s'ancrer en un lieu ou dans une culture et non pas dans une période historique. Et il faut accepter cette notion de continuité historique. C'est la phrase de Napoléon que Zemmour ressortait tout le temps pendant un moment. De Clovis au comité de salut public, je me sens solidaire de tout. Et à mon sens, encore une fois, ceux qui refusent cette continuité ne font que diviser et se complaire dans des niches idéologiques. Et ce que Bégodeau et les nationalistes un peu trop nostalgiques oublient, c'est que la patrie, c'est avant tout un peuple et un héritage matériel et immatériel, que la France ne se définit pas par la politique qui y est menée. La politique, ce n'est qu'un outil. Elle se définit par son peuple. il y a des différences qui sont toujours faites, encore une fois, chez les gens non dialectiques. C'est-à-dire là, la patrie, c'est le peuple, et c'est pas la politique. Mais enfin, comment on peut différencier peuple et politique? Évidemment qu'il y a une co-construction des deux. Le peuple qui a fait la France par sa politique, et inversement, c'est la politique de la France qui a fait son peuple.
peuple, sa culture, son patrimoine. Peuple que Bégodeau préfère appeler prolétariat d'ailleurs, ce qui est assez révélateur. Il a besoin d'enlever toute forme de transcendance, de fierté, pour le réduire à une masse exploitée. Bégodeau, c'est un matérialiste pur et dur. Et aujourd'hui en France, avec les Algériens notamment, qui s'identifient à juste titre à l'histoire Il y a les Algériens qui pop là au milieu, on croit un drapeau algérien dans une foule. de leur pays et qui sont très fiers de leur drapeau, de leur peuple, de leur histoire, de leurs ancêtres, etc., on comprend bien qu'on ne pourra jamais faire peuple ensemble, notamment à cause de certaines cicatrices qui refusent de se refermer. Si la France a pardonné à l'Allemagne, l'Algérie n'a jamais pardonné à la France. Et pire encore, l'Algérie base en partie son identité sur la détestation de la France. Or, pour pouvoir continuer à avancer, il faut bien... Ouais, mais c'est chiant parce que c'est des affirmations. Enfin, un mec qui pense ça, il pense ça, c'est très très compliqué. Il y a rien derrière, c'est pas basé sur quelque chose. Ouais, les Algériens, ils sont insolubles. Hein. C'est comme la phrase de Gaulle, hein, l'huile et le vinaigre. Hein. Enfin, non mais c'est nul quoi. Enfin, rien. Pardonner. Parce que tout comme l'amour filial est quelque chose qui permet de garder un équilibre, l'amour de son pays et de ses racines aussi. Et tous les gauchistes du monde auront beau me dire que la famille est une construction sociale, ça ne m'empêchera pas d'aimer mes parents, ma femme et mes enfants, plus que ceux des autres. Mais évidemment, c'est pas ça qu'on dit quand on dit que c'est une construction sociale. Et puis en plus, quand on dit que c'est une construction sociale, on dit pas qu'on est extérieur à ça. Enfin, je veux dire, moi je suis un homme, c'est une construction sociale, mais je me sens homme de la même manière que ça a été construit, quoi. Enfin, c'est pas... Je corresponds à peu près aux normes de genre, mais qui sont construites. Je suis pas né en tant qu'Amérindien il y a 2000 ans. On n'est pas en train de dire, quand on dit que la famille est une construction sociale, que ça veut dire que ça vaut rien et qu'en fait tu peux autant aimer un type que tu connais pas à des milliers de kilomètres que ta mère et tes frères et sœurs. Mais aussi d'être plus indulgent avec eux, précisément parce qu'ils sont ma famille et parce que le sentiment d'appartenance est un besoin. Et quand je parle de ce sentiment d'appartenance comme d'un besoin, je parle d'un besoin qui touche absolument tout le monde, y compris nos amis gauchistes. Et au début du livre, quand Bégodeau demande à M et à ses amis d'où ils viennent, d'où ils parlent, il demande où est-ce qu'ils se situent politiquement. Il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct tribal ici. Êtes-vous de mon camp ou êtes-vous contre moi ? Parce que le gauchiste ne se définit pas en tant que Français, il s'en fout de la France, de la culture ou de la civilisation. Il ne s'identifie pas à une culture, à une civilisation, à un peuple. Il s'identifie avant tout en tant que personne qui adhère à des idées, à des opinions politiques. L'identité de Bégodeau, c'est d'être de gauche. Encore une fois, il assène ça, il a aucune preuve, il n'y a rien. Ah, le gauchiste, il dit juste qu'il est gauchiste et puis il s'identifie à rien. Bah si, il s'identifie à plein de trucs. Après, dans le combat politique, oui, il est de gauche. Donc comme il est de gauche, là, par contre, il a un camp, il peut... il a compris, en fait, qu'il doit plutôt faire les choses en fonction du camp qu'il veut faire avancer. Après, il a le droit de s'identifier en tant qu'homme, en tant que Français, en tant que Marocain, en tant que Suédois, en tant que ce qu'il veut. Gauche. Il y a ceux qui sont dans c'est son bientôt camp fini, et heureusement. ceux qui sont contre lui. Et le groupe auquel il appartient en tant qu'homme de gauche rassemble autant qu'il exclut. Et c'est le propre même de l'appartenance à un groupe. Et c'est normal. Encore une fois, le sentiment d'appartenance est un besoin. Quand il dit « nous », il parle de la gauche. Quand il dit « eux », il parle de la droite. Mais ça dépend du contexte. Si tu dis non, nous, dans un truc politique, bah oui, tu parles de ton camp. Si tu dis nous et que t'es chez toi en famille, tu parles de ta famille. Si tu dis nous et que tu parles à un étranger, tu parles de toi en tant que Français. Enfin... Comme l'identitaire parle de la Bretagne, de la France, de l'Europe ou des Blancs, ou les musulmans des musulmans, les femmes des féministes, etc. Cette utilisation abusive et ignorante du terme gauchiste, trop envie de le taper à coup de brochure de Lénine. Mais c'est vrai. Il faut regarder ma vidéo sur le gauchisme où j'explique un peu ce que c'est parce que ça va pas du tout, Baudin. Non mais c'est vraiment l'enfer d'utiliser toujours le terme gauchiste comme ça. En fait, ce terme, faudrait le bannir en fait. Malheureusement, faudrait le bannir. Parce que je préfère que personne l'utilise, même si on perd du coup l'utilisation de Lénine qui est intéressante, mais qu'on peut remplacer, qu'on peut expliquer par des périphrases, plutôt que d'avoir un type comme ça qui appelle gauchiste. En gros, ça va de François Hollande à Anas Kazib, en passant par Bégodeau, quoi. Très bonne ta vidéo sur le gauchisme au passage, merci.
C'est le même sentiment qui vient de ce même besoin d'appartenance. Seulement, il me semble que le sentiment d'appartenance à un pays ou à une nation est beaucoup plus fédérateur que le sentiment d'appartenance à des idées politiques. Et voilà, alors nous n'avons pas pu... Pourquoi il oppose le sentiment d'appartenance à un pays au sentiment d'appartenance à des idées politiques ? Enfin, c'est ridicule. L'identité, enfin, il y a des mecs, ils ont le droit de se sentir appartenant à la France, à la gauche, et puis aux hommes, et puis à je sais pas quoi, enfin, on s'en fout. Traiter tous les sujets Pas exclusif. abordés dans ce livre, qui est très riche et dont je vous conseille vraiment la lecture. Mais je traiterai les sujets manquants sur ma chaîne secondaire Radio Modin. Alors si vous voulez entendre la suite de mon retour sur Notre Joie de Bégodeau, cliquez ici. Bon, non, j'ai pas envie d'entendre ça. Une autre fois, parce que là c'est chiant. Non. Hop, je vais changer de scène. Tac. Ouais, le roi druide qui dit il faut reconnaître que des influenceurs dits de gauche utilisent aussi par ignorance ce nominatif. Alors par ignorance, peut-être, mais avant tout, je pense qu'il le fait aussi pour, qu'ils le font aussi pour se foutre de la gueule un peu des gens qui revendiquent, qui traitent les gens de gauchistes, si tu veux. Je pense qu'il y a ce problème aussi à droite, c'est-à-dire que les droitards maintenant se revendiquent fachos. Parce qu'ils sont tellement fait traiter de fachos qui revendiquent le terme facho. Alors il y en a là-dedans qui sont des vrais fascistes en herbe, et il y en a là-dedans, ils disent fachos, ils sont plus confus qu'autre chose, quoi. Donc c'est un peu... Bah, c'est de bonne guerre, quoi, mais c'est comme le terme woke. Enfin, il y a plein de gens à gauche qui se revendiquent woke pour troller, parce que ça veut plus dire grand-chose, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est une catastrophe ce mot d'un malin, ouais. Bon, est-ce que vous avez un peu des trucs dont vous voulez qu'on parle avant qu'on termine le live ? Moi, je pense que je verrai pour faire d'autres vidéos. Bon, là, la vidéo était... la première vidéo, elle était bien, la vidéo de Bégodeau sur Chéniaud, mais c'était court. La vidéo de Modin était chiante, en fait. Elle a duré 45 minutes. Après, ça nous a permis de parler de certains trucs, mais c'est un peu chiant comme vidéo, parce que... Je sais pas, enfin c'est pas très préparé, je trouve, leur avis. En fait, Modin, il pourrait dire ça sur n'importe quel livre, j'ai l'impression. Et puis Zioclo, il essaie un peu de dire que... En fait, il essaie d'avoir un avis, j'ai l'impression, Zioclo, sur ce truc-là, donc c'est chiant, quoi. AG avait déjà tout dit, il est trop bête. Après, je sais pas moi s'il est trop bête, mais en fait, le problème aussi des gens de droite, c'est que maintenant, qui sont un peu hégémoniques sur Internet, ils pensent avoir raison sur tout, et ils pensent qu'ils peuvent faire l'impasse sur la théorie, c'est-à-dire qu'ils disent n'importe quoi. Ils disent ouais, l'idéalisme, ça s'oppose aux gens qui pensent que le réel existe. D'accord, bon, je sais pas où t'as vu ça. Il dit que François Bégodeau fait partie de la gauche morale. Enfin, tu vois qu'il a pas les bases en fait, et donc tu peux pas commencer à vouloir critiquer les choses sans avoir les bases. C'est pour ça que moi, des fois, les gens comprennent pas parce que je vais aller défendre, entre guillemets, par exemple, les intersectionnels contre Charles Robin, ou Wissam et les décoloniaux contre, je sais plus, c'était contre Modin aussi, je crois. Enfin, voilà. Ça veut pas forcément dire que je suis d'accord avec eux, mais ça veut dire que déjà, je m'intéresse à leur pensée pour essayer de savoir là où je suis d'accord, là où je suis pas d'accord, et aussi parce que c'est des gens quand même qui font partie de notre camp politique, et donc c'est des gens avec qui, malgré tout, bon an mal an, on doit s'entendre, et on doit comprendre un peu ce qu'ils font. Alors il y a des gens qui vont dire non, il faut pas partie de notre camp politique, bon ok, vous faites ce que vous voulez, mais dans la réalité militante un peu pragmatique, c'est des groupes qu'on retrouve, on va dire. Et sur Internet, c'est des influenceurs qui partagent un petit peu les mêmes sphères que les autres influenceurs de gauche, quoi. Donc voilà, donc je pense que pour pouvoir critiquer quelque chose, il faut déjà essayer de le connaître. Et souvent, on se rend compte que les gens ils disent pas n'importe quoi. Moi, par exemple, je m'étais beaucoup intéressé à Geoffroy de la Gannerie, parce que Geoffroy de la Gannerie il est insupportable. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais Geoffroy de la Gannerie, quand on l'écoute, il y a des choses intéressantes. Et même si on s'y oppose, ça vaut le coup d'être écouté. C'est pas du grand n'importe quoi, et c'est pas aussi facile que de regarder une vidéo de Stéphane Edouard qui dit non mais Geoffroy de la Gannerie, regardez, ah bah c'est un homosexuel, et puis je sais pas quoi, enfin ça c'est de la merde. Après Modin Malin, la différence des autres, c'est qu'il essaie de lire des livres. Non mais c'est vrai, mais Modin Malin c'est pas le pire, hein. C'est vraiment pas le pire en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas un type qui peut s'asseoir à la table d'un intellectuel de gauche à droite. C'est quand même incroyable. Même Abosi, je veux dire, Abosi c'est pas... Tu mets Abosi face à Bégodeau, il se fait humilier, hein.
Baudin est un crétin, sa vidéo où il explique que toute la gauche s'inspire de Sartre m'a fait rire pendant une journée entière. Bah oui. Non mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a French Theory, marxisme, gauche morale, machin, et t'as l'impression que ça rejoint sur Sartre, on sait pas pourquoi, et puis voilà, enfin ça s'arrête un peu là quoi. Ils ont pas de colonne vertébrale politique ni philosophique, et c'est un gros problème chez eux, et je pense qu'ils peuvent s'en vouloir. À la limite, si, il y a Charles Robin c'est sûrement le mec de droite qui connaît le mieux l'histoire de la philosophie dans les influenceurs. Après, lire des livres, c'est pas un bien en soi non plus. Non, c'est pas bien en soi non plus, non, bien sûr. Mais par contre, il a dit couper les blancs. Lire des livres, non, mais s'intéresser à des trucs intellectuels, quoi. Enfin, essayer de comprendre un peu le monde, c'est quand même important, et comprendre un peu l'histoire, c'est important. Le truc, c'est que lire des livres, moi, des fois, même, je trouve que prendre quelques heures pour aller sur internet, vous allez un peu sur Wikipédia, vous allez un peu sur Cairn, aller voir quelques articles sur un auteur, ça vous en dit plus que de lire un livre de l'auteur, parce que lire un livre de l'auteur, des fois c'est très 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 dur. Par exemple, lire un livre de Kant, c'est très dur. Et si vous allez sur le Wikipédia de Kant et puis que vous regardez un ou deux mémoires sur Kant vite fait, au final vous aurez plus appris sur Kant que si vous essayez de lire la critique de la raison pure d'une traite, quoi. Non, lire des livres, c'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un manque de précision conceptuelle chez ces influenceurs. Pour l'instant, après, il y en aura peut-être un qui émergera qui sera super bon. Mais le problème, c'est que les mecs de droite, quand ils commencent à réfléchir, à lire, ils deviennent de gauche, malheureusement. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est très très bizarre.